Et nous sommes le 12 décembre, il est 19h à Paris, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré être de moins en moins malade, il faut le dire, et avoir cette fameuse sensation de renaissance, comme quand soudain le nez se débouche, la gorge ne fait plus mal, la plaie se rebouche, le transit devient normal, et je laisse à votre libre imagination duquel de ces 4 mots j'ai été affligée, et non, ce n'est pas le plus évident des 4. Enfin bref, revenir à la vie après en avoir été partiellement empêché, après avoir été suffisamment bloqué, fatigué, amoindri, que pour enfin avoir à nouveau l'envie d'avoir envie. Et alors me replonger allègrement dans mes 1000 vies et sentir l'effervescence de l'année qui finit, que l'on clôture proprement, et surtout l'excitation de celle qui commence, que je devine déjà pleine de surprises et de jolis trucs qui aboutissent. À défaut de pouvoir faire s'achever tout ce que je déteste, espérons que tout ce que je crois bon commence enfin. Cette semaine, j'ai détesté entendre parler d'une histoire atroce d'un spéléologue resté coincé dans une grotte devenue son tombeau. Nouti Pouti, il s'appelait John Jones, c'était en 2009. Il s'est trompé de galerie et a suffoqué 28 heures avec 137 sauveteurs impuissants à la surface, ainsi que son enfant et sa compagne enceinte. Je suis traumatisée, c'est pour ça que je vous le raconte, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois la seule. Donc je vous invite à taper John Jones, grotte, Google Images. Évidemment, pour les personnes qui sont en plateau ce soir avec moi, ce sera pendant la prochaine musique. Cette semaine, j'ai écouté en boucle rien du tout, car j'ai surtout beaucoup lu. Entre autres, quelques trucs sur le Moyen-Âge. Peut-être que je vous en parlerai semaine pro, qui sait. J'ai aussi lu le nouveau Dieudonné, non, pas celui que vous pensez. Et surtout, le livre de Soraya Razel, Vixen, les égéries oubliées du rap, sur ces femmes qui entourent les rappeurs dans les clips, y figurant et y dansant, et sur ce qu'elles vivent, sur chacun des rappeurs en question aussi, et sur ce qu'elles sont fortes. Cette semaine, j'ai découvert, enfin, d'ailleurs, puisqu'on parle de danse, que je pouvais danser. Et je crois que ça ne m'était pas arrivé depuis des mois, que dis-je, des années. Et d'aller en club et de danser. Littéralement, bouger, ignorer ce qu'il y a autour et vivre un moment sans rien du tout calculer. L'occasion était belle, car mon amie MC Danse pour le Climat, qui comme son nom l'indique, met à profit la danse pour les causes qu'elle croit justes, mixait pour la première fois en club et en week-end et tôt le soir. Alors je sais donc danser. En tout cas, je peux le faire. La surprise était immense. Je fais partie des personnes qui ne dansent pas. Dans ma famille, on ne danse pas. Dans mes soirées, on ne danse pas. En tout cas, je les choisis toujours très soigneusement pour. Et chez moi même, je crois que je ne danse pas. C'est un immense blocage. Et comme j'ai à cœur les grands questionnements, j'ai voulu en parler avec des gens dont la danse, toujours qui m'effraie tant, occupe une place centrale dans les vies. Alors je compte sur vous autour de moi ce soir, pour sinon tout débloquer, m'expliquer avec les mots toujours si beaux des passionnés ce que la danse apporte aux destinées. Si elle est un sport ou un art, et d'où vient ma honte et quelles émotions encore peut-elle susciter ? Est-elle pour soi ou pour les autres ? D'ailleurs, la danse est-elle politique ? Y a-t-il une danse ou des danses ? Pourquoi certaines chorégraphies perdurent ? Quelles sont celles au centre de nos vies ? La danse enfin, instant ou éternité ? Pour en parler ce soir, autour de moi, Mariana Benengue. Tu es une chorégraphe audacieuse qui a collaboré avec Yves Saint Laurent, Chanel, Margiela, l'Eurovision, Canal+, ou encore Aya Nakamura, Ella et Bonnie Banane, et un électron libre au sein de la communauté queer parisienne. Tu mets en avant les corps marginalisés et tu donnes une visibilité à celles et ceux qui sont souvent tenus à l'écart, transformant la danse en un outil de représentation et d'empowerment profondément politique donc, créant des espaces où chacun peut s'exprimer librement, y mettant de la brillance, de la sensualité, mettant en avant la singularité des individus, tout en y apportant un regard queer affirmé. Tu es donc cofondatrice de la Pulse, une soirée à succès queer women only, ouverte aux personnes transmasculines et non-binaires où règne une énergie unique. Et tu es aussi, puisque tu as encore du temps au milieu de tout ça, designer de la marque Tantine de Paris, que tu as créée en 2018 dans le but de bousculer les normes et de favoriser une meilleure représentation dans le milieu de la mode. Bienvenue Mariana. Hello, hello. Wow, that's a lot. Hello. À nos côtés également, et that's a lot aussi, Maxime Desrimes. Tu commences à 6 ans la danse et tu remportes très jeune plusieurs titres de champion de France. Alors tu l'as été en tout, si mes infos sont bonnes, 9 fois champion de France. Effectivement, ouais. J'étais petit, mais bon, ça compte pas quand on est petit. On va compter ceux qui sont là, les titres en tant qu'adulte. C'est vrai ? Hein? Ils comptent pas les titres petits? Non, j'étais champion de France, mais c'est minime, cadet, mais c'est pas important. Voilà, mais quand même champion de France. C'est quand on, voilà, 9 fois, ouais.
Et tu as aussi été finaliste des championnats d'Europe et des championnats du monde d'e-dance. Tu vas nous parler des épreuves d'e-dance parce que justement, on va pouvoir voir la multiplicité de la discipline. Et en 2004, tu as engagé comme chorégraphe sur de nombreuses émissions comme Chanter la vie ou encore Vivement Dimanche. Et tu gagneras le tout premier concours. Non, c'est vieux, c'est effectivement vrai, ça. Non, mais j'étais choquée en fait en voyant ta tête et en voyant la biographie. Je me suis dit, est-ce que c'était 2014 ? Et non, j'ai vérifié, c'était bien 2004. Et vu le nombre de saisons de Danse avec les stars que tu as pu faire, parce que tu es depuis le début en fait. Effectivement, je fais partie des murs, un moment. Et tu as gagné la saison 2 d'ailleurs de Danse avec les stars avec Shaim. Et au sein de Danse avec les stars, donc depuis toutes ces saisons, tu es coach, chorégraphe, partenaire de personnalité. Et dans la dernière saison, tu as dansé avec Keyona. Et enfin, tu as créé la troupe Dépendance en 2010. Et tu en es devenu directeur artistique, chorégraphe principal et tu en es aussi danseur. Et vous serez en tournée grâce à un spectacle qui s'appelle Bonne Nouvelle dans toute la France à partir du 11 janvier à Lille et au Palais des Sports d'Hommes de Paris le 1er mars. C'est ça, j'expliquerai un peu plus en détail, j'imagine, plus tard, vu qu'on est, tout à fait. on est ensemble on a un petit bout de temps. Pour ça ce soir. Bienvenue Maxime. Merci. Avec nous également ce soir, Kiyemis. Kiyemis, tu es autrice, poétesse et conférencière. Ayant à cœur de transmettre un message d'émancipation des normes de beauté et d'épanouissement des femmes, tu as participé à nombre de conférences en France et à l'étranger et tu organises des ateliers d'écriture. Tu as publié en mars 2018 ton tout premier recueil de poésie, À nos humanités révoltées. Et après avoir participé à plusieurs ouvrages collectifs, tu as publié un essai aux éditions Albin Michel à l'automne 2022, Je suis ton pire cauchemar. Depuis mars 2023, tu présentes l'émission Rends la joie chez Mediapart et Refleurir est ton premier roman. Pour la pause. Et avec ce roman, long poème et épopée qui égrène si bien des splendeurs sur la danse, outre mon cœur, tu as gagné des prix. Là, j'ai fait la même blague que la fois où t'étais déjà venue, parce que je trouve que recycler dans ce genre de cas, c'est quand même bien. Et quand on aime, on ne compte pas. Bienvenue Kiyemis, tu peux montrer d'ailleurs ton livre pour toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube. Parce que vous le rappelle, sur le site Radio France, je vous le rappelle, au-delà de pouvoir écouter cette émission derrière vos postes, vous pouvez aussi la visionner en direct sur le site et l'application Radio France et la voir en replay par après sur YouTube. Bienvenue Kiyemis. Merci et bonsoir à tous. Et avec nous ce soir, pour compléter cette tablée exceptionnelle, nous avons Yoa. Yoa, la chanteuse qui fait sensation actuellement. Yoa, tu es chanteuse et tu as commencé à écrire relativement jeune, t'inspirant de Soko ou de FKA Twigs. J'étais même pas sûre de la prononciation là, c'est des noms que je vois sur Spotify et que je ne suis pas habituée à prononcer. On peut découvrir tes premières compos dans un premier format Attente sorti à l'automne 2021 et le temps avançant, tes textes sont gagnés en poésie, les productions sont teintées de musique pop et électronique. Tu as déjà à ton actif une 40aine de dates sur des scènes qui mettent à l'honneur ton goût pour la danse justement. Et en 2022, ton premier EP Chanson triste est remarqué par France Inter, Radio Nova, FG et fera l'objet d'une réédition Chanson plus triste à l'été 2023. Tu es revenu avec un mini EP nul en juin dernier, annonciateur d'un premier album à venir, mais aussi Le Collectionneur, un titre fort que l'on a déjà d'ailleurs diffusé dans cette émission si vous suivez bien, et il y a un mois à peine avec Contre-Cœur, un titre sur les amitiés déçues qu'on écoutera tout à l'heure. Bienvenue Yoa. Merci. Et bienvenue dans Tunnel. Ce soir, vous l'aurez compris, nous parlons de la danse avec mes invités Yoa Kiyemis, Maxime Deremes et Mariana Benengue. Et on va commencer avec une question très simple, parce que c'est vrai que moi, la danse, on va avoir le temps de revenir sur mes traumas, vous connaissez l'émission Tunnel. Mais moi, la première façon dont je l'ai appréhendée petite, c'était évidemment comme activité, donc un peu comme sport. Mais pour vous, autour de la table, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que la danse, à votre sens, est un sport ou un art ? Waouh. Là, tu lances un débat. Un débat, c'est clair. Tu peux dire les deux. Hein, c'est clairement, pour moi, c'est clairement les deux. Il y a pas de doute. Voilà, c'est un sport, effectivement. Il suffit de voir le rythme cardiaque à chaque fin de danse. Et puis après, c'est un art à part entière, parce que voilà, c'est le corps qui s'exprime qui fait passer, qui véhicule l'émotion qui parfois, un peu plus en danse contemporaine d'ailleurs, exprime un message. Donc bien sûr que c'est un art, c'est une évidence pour moi. Ouais, moi je pense que c'est plus de l'art que du sport. Je pense que c'est vraiment le sport, le sport il est au service un peu de la danse, c'est-à-dire que c'est, si tu veux
améliorer, comme il disait, tes capacités physiques. Oui, tu fais du sport, mais la danse, c'est quelque chose qui est pour moi qu'on danse depuis qu'on est petit, donc c'est quelque chose d'assez naturel de base, d'expression de nous-mêmes. Donc oui, c'est un art et c'est le plus beau des arts pour moi. Après, il y a vraiment différents types de danse. Hein. C'est très large. Donc, effectivement, il peut y avoir des scènes de contemporain où on va pas forcément. C'est plus le message qui va compter. On va rester face à un public en faisant quelques gestes. Bon, on va dire bon, ils suivent pas beaucoup les gars là, sur scène. Mais parfois, hein, et il y a d'autres. Par exemple, nous, on est vraiment dans la danse de salon, danse sportive. Et là, d'ailleurs, le nom le dit tout de suite. Hein, c'est la danse sportive en compétition. Donc, c'est un sport à part entière. Mais de toute façon, on pourrait envisager cette question sous un autre angle. Les danseurs ont plutôt une vie de sportif ou d'artiste? À partir de là, je pense que tout dépend, non, des danseurs, non? Les danseurs, les danseurs professionnels. Professionnels, les deux, enfin. Ouais, pour moi personnellement, moi par exemple, j'ai vraiment une vie d'artiste parce que tout ce que je fais en termes de danse va vraiment dans l'essence et je pense que ça devient vraiment sportif quand t'as des compétitions à préparer, quand t'as des objectifs clairs, comme au sport, c'est que si t'as un objectif clair, tu sais que t'as une compétition, tu dois tenir un laps de temps, bah tu vas t'entraîner pour, mais je pense qu'il y a des danseurs qui vivent plus une vie de sportif parce que selon ce qu'ils vont faire, et il y a des danseuses comme moi qui est plus une vie d'artiste, je pense. Quelle est votre vision, Kiyemis, Yoa, de l'autre côté de cette table? Moi, j'allais rajouter à ce que tu disais que pour moi, un artiste a une vie de sportif, en fait. À partir du moment où ça commence à chauffer, ça devient un peu sportif. Donc, moi, je pense un peu pareil que vous, que la danse, c'est à la fois un sport et à la fois une forme d'art tellement à part dans tous les médias artistiques qui existent. Moi aussi, la danse, c'est la forme d'art qui m'émeut le plus. Yeah. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais oui, je dirais que en fait, il y a une forme de discipline très poétique dans la danse, je pense. Voilà. Puis c'est un art où on voit les danseurs classiques, il y a quand même une discipline assez incroyable depuis tout petit, mais c'est un art où on ne doit pas laisser paraître justement l'effort. C'est ça qui est très trompeur, et du moment qu'on voit l'effort sur le visage ou même dans les gestes, c'est là qu'on se dit tiens, il n'est pas suffisamment artiste. Justement, il faut camoufler. Il faut, Kiyemis, quels sont toi les interstices, les failles que tu as trouvées en observant les danseurs peut-être pour percer une certaine forme de carapace qui serait celle de l'exigence, pour toi réussir à en tirer de la poésie? Je crois que pour moi c'est vrai que le rapport à la danse est un peu il est différent parce que je pense que déjà je danse pas professionnellement, je danse de manière ludique, je danse pour être en joie et en plaisir et en connexion, et donc je pense que la discipline qui est demandée à des danseurs professionnels, c'est pas la même. Il n'y a pas vraiment ni la précision, voilà. Mais c'est vrai que moi j'ai un rapport un peu particulier au mot sport pour plein de raisons, notamment parce que je suis une femme grosse et que le sport c'est vraiment associé à quelque chose, en tout cas de mon point de vue, comme étant une punition, comme quelque chose qui est censé laver mes péchés d'avoir un corps immoral. Voilà. Et la danse pour moi c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait opposé à ça. C'est vraiment l'inverse de la punition. En fait, c'est la beauté, c'est la libération, c'est l'émotion, c'est la rencontre, c'est aussi ma réconciliation avec le mouvement. Je me souviens, j'ai refait des chorégraphies sur l'album Renaissance de Beyoncé, le meilleur album, voilà. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un rapport tout à fait différent, quoi. C'est vraiment un endroit de libération. Mais je pense que voilà, j'ai cette souplesse, ou je me permets cette souplesse parce que l'exigence n'est pas la même en fait, tout simplement. Donc, mais je pense qu'on va pouvoir aussi adresser cette question pour les personnes qui ne dansent pas. Vraiment, c'est tellement beau de danser. Enfin, c'est vraiment la vie, quoi. Mais cette harmonie, justement, que tu racontes, que tu ressens quand tu danses, est-ce que tu l'as toujours ressenti en dansant, ou ça a été au gré de l'évolution de ta vie, ou de l'évolution de ta santé mentale, de l'évolution de ton rapport à ton corps, etc. Alors, déjà, il y a une chose, je pense, qui est très importante, et tu en as fait un petit peu mention. Moi, dans ma famille, mes parents adorent la musique. Ce sont ma mère, elle voulait être danseuse plus jeune. Elle a regardé le
clip de Michael Jackson en 83 à la télé, ça l'a rendu folle. Ça, on me parlait encore de Michael Jackson. Bon, bref, voilà. Deux émissions qu'on fait à la suite cette semaine, 2 émissions où on en parle. Sorry. Bon, et donc du coup, voilà. Enfin, et donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai grandi dans un endroit où déjà il n'y a pas cette question de la binarité. Est-ce que quelque chose est un sport ou est-ce que quelque chose est un art? J'ai grandi où en fait mes parents mettent la musique à fond, que ce soit du zouk, de la rumba congolaise, de base. Voilà, ils ont du goût. Du makossa, voilà. Donc toutes les musiques afrodescendantes. Et en fait, c'est aussi un moment de joie et de communion familiale. Et donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ma grand-mère c'est la première à dire allez, levez-vous pour aller danser. Donc en fait, il y a aussi tout un truc où la danse, enfin en tout cas danser plutôt, c'est l'expression de la joie, c'est l'expression de la guérison, c'est l'expression des célébrations. J'ai même écrit un poème là-dessus. Donc donc du coup en fait c'est quelque chose qui est un peu naturel et je vais même répondre à ta question. Quand je suis déprimée, en fait, je danse et ça va mieux. Ouais, mais je pense que c'est un truc aussi. Vraiment, pareil. Voilà, en fait, c'est la vie. Ouais. Voilà. Donc ça peut t'arriver du coup de danser seul, ça va pas forcément être rattaché à quelque chose de social aussi. Tu peux danser seul chez toi. C'est évident. Bah oui. J'ai 80 000 playlists et je pense que d'ailleurs pour les gens qui ont du mal à danser, commencer à danser en public. Enfin, j'imagine que je suis face à des chorégraphes, coach, enfin voilà, donc je vais pas parler pour eux, mais je pense que la première chose c'est danser seul en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que je crois que dans ce pays, je crois qu'on a un rapport au corps qui est très coincé, rigide, et que on pense tout de suite au regard des autres et on a honte et en fait on est enfermé par cette honte. Et je crois que s'en défaire, enfin j'imagine que c'est très difficile de s'en défaire quand t'es devant tout le monde et parfois il y a des regards, faut pas mentir, il y a des gens qui se moquent aussi. Et donc je pense que effectivement moi je danse seule et je recommande à tout le monde de faire une bonne session. Je crois que j'avais entendu, je crois que c'était aussi une danseuse ou c'était peut-être Mariana d'ailleurs qui avait dit ça. Ouais, dans ton émission. Ouais, c'est ça. Je sais plus si c'était toi, mais j'avais entendu une danseuse qui m'avait dit aussi, mais moi je danse nue. Ah mais tu sais que j'allais dire danser seule, c'était pas moi, en mais sous-vêtements chez soi. Valide. Non mais vraiment c'est thérapeutique quoi. Danser seule en sous-vêtements, moi ça m'a changé ma vie. C'est la toute vie, seule chez soi, vraiment je vous jure, faites-le. On the way. Et notamment les hommes aussi, enfin vraiment j'encourage beaucoup les hommes à danser en slip. Ouais, en caleçon. Non mais vraiment, franchement, c'est le kiff, vraiment. Et un truc d'endorphine, enfin, qui se déclenche et la sérotonine. Rendez-vous ce soir sur Twitch. Devant la caméra, les amis, c'est parti. Maxime, toi justement, qui danse depuis si longtemps et qui a eu justement ce parcours de succès lié à la danse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand même d'être dans des situations où tu te dis, là, je danse mal et de pas te sentir bien? C'est évident, et puis on est très critique de toute façon les danseurs. En plus la danse de salon c'est assez particulier parce qu'on se regarde beaucoup dans le miroir pour se corriger les gestes. C'est tellement, il y a un côté très académique avec beaucoup de règles, ce qu'il y a moins en contemporain où parfois on oublie le miroir. Nous on est là les positions, là c'est pas bien techniquement, on s'analyse beaucoup. Donc moi j'ai été né comme ça, j'ai bercé en tout cas dans la danse de salon depuis l'âge de 6 ans et c'était une passion et j'adorais la technique. Tout me paraissait logique, machin. Donc effectivement, il y a plein de fois où je n'étais pas satisfait. Mais après, c'est bien. Moi, je regarde beaucoup de vidéos. Il y en a qui disent j'aime pas me regarder. Moi, je me regarde. Et après, des fois, je me trouve pas bien. Et des fois, c'est bien de savoir trouver les failles et aussi de se dire là, par contre, c'était mieux. Tu vois. Donc il y a des fois où même j'étais champion de France, on me disait, et ça m'arrivait souvent. Et les partenaires, si elles étaient là, elles le diraient. Hein. Maxime, t'étais content. Et tout, je sortais, j'avais ma coupe. Je sais pas, je vous dirai quand j'aurai vu la vidéo. Il fallait que je m'analyse et après je pouvais dire. C'était pas tant le regard des autres qui te récompensait. Et il y a certains championnats où je me disais, franchement, je méritais pas ou j'étais pas bien quoi. Alors, on me dit, s'en fout, t'as la coupe. Ouais, mais non, c'est pas ça que moi je veux déjà c'est moi que j'essaye de vaincre. Enfin, c'est le jugement que j'ai sur moi. Là, je veux être à ce niveau-là. Voilà. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez tous les deux par rapport au fait de faire une erreur. Moi, le fait de pas oser danser, c'est assez corrélé à un fait très simple, c'est que je suis a priori je suis dyspraxique, donc
Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et le son, parfois, c'est en fait, on connaît la dyslexie, on connaît la dysorthographie, la dyscalculie, donc tout ça, c'est des dysfonctionnements liés à diverses compétences. Praxis, en grec, c'est le mouvement. Donc moi, en fait, j'ai pas de coordination des mouvements. Mais du coup, ça se manifeste dans des trucs concrets de la vie quotidienne qui sont extrêmement chiants, puisque tu te cognes, tu ne sais pas ranger tes affaires parce que t'arrives pas. Moi, par exemple, si je veux ranger, je sais pas, ma chambre ou mon salon, ce qui arrive très souvent parce que j'essaie de faire ça très souvent, je vais devoir faire une to-do list très 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 détaillée parce que mon cerveau va pas se dire tout seul, ça pourrait aller là. Le Tetris ne fonctionne pas en fait. Je suis incapable de me repérer dans l'espace. Si je marche à côté de quelqu'un, je risque de foncer dans la personne puisque j'estime pas. Et du coup, évidemment, la danse, c'est très très compliqué. Et je me souviens d'avoir reçu à presque un an à ce micro Maxime Muscat qui parlait de son arrêt de l'alcool et qui disait que comme moi qui ai aussi arrêté l'alcool, avant il ne dansait pas et qu'en arrêtant l'alcool il s'était dit que les soirées seraient plus douces en dansant et que donc il s'était complètement affranchi de toute honte et que maintenant il y arrivait. Mais moi c'est vrai que même si je suis à l'étranger, que je connais personne dans le noir, je me dis toujours mais en fait il y a un moment où quelqu'un va regarder et se moquer. Ou alors, je vais faire un truc ridicule. Et en fait, ça peut m'arriver de me mettre à danser comme ça. Et en fait, au moment où je prends conscience de mon mouvement, c'est terminé. Donc, je sais pas si vous avez déjà discuté avec des gens comme moi. Et j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent et qui nous écouteront en replay. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces personnes-là ? Vas-y. Moi, je vais commencer par dire que moi, j'adore danser, mais je suis nulle en chorégraphie. Non, c'est pas la même chose. Non, mais oui, c'est pas la même chose, je pense, d'aimer danser, d'aimer bouger son corps, on va dire. Je vais danser, c'est pas vrai. Voilà, c'est ça. Et puis même, en fait, ensuite de réaliser quelque chose. Moi, j'adore regarder les chorégraphies. J'en ai regardé pendant des années, etc. Mais vraiment, je suis pas bonne, en fait. En plus, j'ai fait de la danse aussi, et c'est dur. Bref. Je dis ça pourquoi? Je dis juste ça. Déjà, je vais répondre au questionnement par rapport à la honte des gens. Je pense que c'est important quand même de rappeler une chose, c'est qu'en fait, les gens, on les connaît pas. Les gens qui nous regardent, on connaît ni leur nom de famille, ni leur carte de sécurité sociale. Des fois, ils connaissent le nôtre. Ouais, c'est vrai. Bon, star. C'est vrai, t'es une star. C'est vrai, t'es une star. Mais je veux dire, genre, en fait, peut-être, bon, je pense que c'est ma réponse à tout et c'est une mauvaise réponse, un peu morbide pour les gens qui vont en before. Mais en fait, en vrai, on va mourir. Et j'avais déjà dit ça à la dernière. C'est un bon jeudi soir. Mais non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, autant habiter cette vie pleinement, en fait. Autant être là pleinement, en fait. Autant et en fait, quand on sera sur notre lit de mort, ça aurait aucune importance que machin, dont je me souviens même plus du nom, me regarde et rit. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, il a ri parce qu'il a honte. Ça se trouve, il a ri parce qu'en fait, il trouvait que ce que tu faisais, c'était nul, mais que lui, il l'aurait pas osé, tu vois. Moi, personnellement, j'avoue, je suis... Bon, là, on parle spécifiquement d'une danse particulière qui est la danse quand on sort. Moi, je suis l'une des premières à être sur la piste. Yes. Et je suis sûre qu'on s'est déjà moqué de moi. C'est évident. C'est clair. C'est pas grave, au moins, moi, ce dont je me souviens, c'est juste d'avoir ri. Surtout que c'est pas un concours, c'est pas une compétition, on n'est pas là pour ça, il n'y a pas de juge, donc c'est vrai qu'il faut, il faut relativiser un peu, ouais. Et pour oublier qu'on va tous mourir, Kiyemis, tu vas nous lire un petit extrait de ton livre « Et refleurer » qui parle justement des vertus de la danse en groupe, en fait, et de ce que ça crée d'être ensemble et de danser. On t'écoute. Tous les samedis, les danseurs flirtaient avec l'aube. Horizon, Bobigny, Pablo Picasso. Dans les coffres des voitures, les CD qu'on tramale de fête en fête. Au salon, les tables que l'on repousse, les verres qui se remplissent, les chaussures qui valsent, le bouton du volume qu'on tourne. Bientôt, les têtes s'abandonneront, dans l'extase guérisseuse des percussions. Dombolo, Makossa, Bikuti, antidote insoupçonné. Les corps se perdront dans une transe qui, l'espace d'un instant, restaure l'humanité des indignités des vies quotidiennes. 22h, la musique s'enfuit dans les couloirs, se répand sur le palier. 1h du matin. La nuit est si belle au 11e étage, la joie résonne sur les murs, nargue le ciel parisien et attire les voisins fêtards, bientôt complices. Et tous danseront avec l'assurance que les policiers ne viendront pas sonner, les déranger, les museler, les arrêter, les pourchasser. Ici, les joies bruyantes peuvent s'étaler en liberté.
Merci beaucoup, Kim. Anna. Alors, je ne vous cache pas que quelqu'un autour de la table était très content d'entendre ce titre. Mais c'est dingue, hein, c'est incroyable ce soir, ce j'ai titre. qui est Miss Yoma, Mariana Benengue et Maxime Deremez, qui était très heureux pendant ce titre. Pourquoi ? Parce qu'il l'a choisi. Pourquoi ce titre ? Non, mais en fait, je l'entends passer, on est en train de discuter. Là, je me dis, qu'est-ce que c'est bien cette chanson ? Ah, c'est moi qui l'ai choisi. Mais j'adore ce titre. À chaque fois qu'il y a du monde chez moi, je dis à Google, mais tatou. À chaque fois. Et boum, ça met de l'ambiance. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui passe. Et est-ce que les titres sur lesquels tu danses, d'ailleurs, que ce soit en soirée ou professionnellement, c'est les mêmes titres que tu peux écouter dans tes écouteurs, dans la rue ou dans le métro ? Non. Alors moi, j'ai des goûts assez spéciaux. Hein. Je suis pas du tout né à la bonne époque, même si j'ai un tatou. C'est un peu mes exceptions. Mais non, moi, je suis très... moi, je suis très crooner, les voix des Sammy Davis Jr., Nat King Cole, qu'on entendra peut-être plus tard. Peut-être. Restez, s'il vous plaît, quand vous entendez le titre, ne partez pas. Restez connectés. Et justement, tu parles de génération, d'époque, etc. Il y a une discussion qui a un peu émergé tout à l'heure quand nous étions à l'antenne, puis qu'on a poursuivi pendant les musiques, mais je trouverais ça intéressant d'en discuter ensemble à nouveau au micro. On parlait du fait que les jeunes, donc les jeunes, plus jeunes que nous, qui sommes quand même tous très jeunes, que les jeunes, donc la génération Z, trouvent que danser, c'est gênant. Je sais même pas si c'est vraiment la génération Z ou c'est pas la génération d'après, je crois que c'est la génération Alpha. Mais je vois, alors peut-être que c'est mon côté un peu... mon Dieu, ça y est, j'ai 30 ans, j'ai passé la trentaine, je deviens vieille conne ou je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un rapport à la danse en soirée qui est différent. Moi, voilà, j'ai 32 ans, je vais avoir 33 ans. En fait, le but quand on allait en soirée, c'était sortir, pas avec la même coupe, transpirante. On allait en soirée en blazer. Bon, c'était très gênant, mais bon, bref, passons. Peut-être que vous avez dit dans les années 2000, 2010. T'avais quoi au pied ? 2010 Girl, j'avais des ballerines. Tout le monde le sait. Eh oui, j'ai avoué. Mais apparemment, ça revient. Bref. Ça revient. Mais du coup, je pense qu'il y avait vraiment un rapport qui était un peu différent. J'avais l'impression que, en fait, tout le monde voulait reproduire une scène du film Honey ou du film Step Up pour les gens qui connaissent. Et là, j'ai l'impression que je vois qu'il y a des nouvelles règles. Les millennials, apparemment, ils me lèvent les bras quand ils dansent. Et ceux qui sont plus... Enfin, il faut plus lever les bras maintenant quand on danse. Parfois, quand on danse même, c'est gênant. Et on en parlait tout à l'heure, quoi. Enfin, j'ai l'impression que parce qu'il y a les téléphones, peut-être parce qu'il y a les réseaux sociaux, il y a des caméras, tout le monde est le Big Brother de l'autre. Du coup, les gens, ils se laissent plus du tout aller par une peur et du coup tout devient gênant et je trouve ça vraiment d'une tristesse. Moi, ça m'afflige en fait. Déjà quand je suis dans une soirée qui a de la bonne musique et que personne ne danse, je ne comprends pas le concept. Mais encore plus maintenant, si ça commence à devenir générationnel, vraiment, je trouve ça vraiment triste, quoi. En même temps, les gens, ils dansent sur TikTok, mais en même temps, ils dansent plus en soirée. Enfin, je sais pas, je suis perdu. Ils dansent c'est sur maîtrisé TikTok. sur TikTok. Entre guillemets, ils dansent. Voilà, les chorégraphies. Et encore, maintenant, j'ai l'impression que c'est has-been les TikTok. Alors, la Choré de Lullaby cet été sur TikTok, Ah oui, non, on peut pardon. quand même y revenir. C'est vrai. Voilà, Choré de moi, qui c'était un des plus beaux moments de mon année, quand même. Alibi. Quand il y a eu cette mode. Isolte Sebdalisa. Ouais. On adore les deux, Ouais. mais... Alibi. oui. Oui, Alibi. Ok. Non, oui, moi j'allais je l'ai rajouter dit, hein. à ce que tu dis Ah bah, que on sait bien certes qu'ils aiment. c'est déplorable, mais moi j'ai aussi l'impression, et c'est pour soutenir la jeunesse, mais que c'est aussi malheureusement, je trouve que la jeunesse en pâtit énormément, prend beaucoup de décisions restrictives et de censure en résultat de ce que les générations précédentes ont fait. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui ils boivent moins, ils font moins l'amour, c'est des études qui sont sorties, qui existent. Ils sortent moins, ils osent moins se montrer. Je pense que ça, c'est aussi un résultat du fait que pour essayer de faire avancer les choses, la société, de plus répéter les mêmes erreurs des sociétés précédentes, forcément peut-être qu'on se censure un peu, qu'on a honte, que c'est moins stylé de je dis pas qu'il faut se démarrer la gueule pour danser et s'amuser, je pense vraiment l'inverse. Clairement. Par ailleurs, Bien sûr. mais voilà, que c'est des choses qui avant étaient stylées, qui maintenant le sont moins, en résultat aussi de tous les trucs un peu merdiques que les générations précédentes ont fait. Je sais pas. Et pourtant, est-ce qu'on ne peut pas, par la danse, j'ai déjà ma réponse, à mon avis, je sais ce que vous allez dire, mais exprimer ce que les mots ne savent pas dire? Est-ce qu'avec une chorégraphie bien sentie, on peut dire quelque chose qui serait indicible? Moi, c'est quelque chose que je dis souvent. Je dis que la danse, vraiment, c'est le langage, des choses qu'on peut pas dire avec les mots, en fait. C'est que pour moi, avec la danse, tu fais ressentir quelque chose. Si t'es triste, tu peux me dire, vas-y, je suis triste, tu vois, mais quand tu vas le danser,
ce que ça va faire aux gens, ou le frisson, ou même quand tu essaies de le cacher, parce que parfois en tant que performeur, on passe par des moments où c'est pas facile du tout, ou des moments où tu t'as pas envie d'être là, de partager, ou t'as envie de danser juste peut-être pour toi. Et justement, à ce moment-là, quand tu danses, en fait, le public peut que ressentir ce que t'as au fond de toi, tu vois, même si tu voulais pas le montrer. Et ça, c'est un peu le pouvoir de la danse. Et je pense qu'aussi c'est un langage commun, c'est-à-dire que moi, j'ai fait plein de pays, et parfois on se comprenait pas au niveau de la langue, mais on se comprenait dans les corps. C'est un langage universel. Exactement. Quand je donne des workshops, des fois dans certains pays, ils parlent pas du tout l'anglais ni le français. En fait, on se regarde, on se fait des mouvements comme ça, etc. Et on se comprend. Et je trouve ça trop beau. Et ouais, quoi. Donc ouais, pour moi, ça exprime largement beaucoup plus que les mots. C'est une langue à part entière, et je pense que moi j'avais été choqué quand j'étais gamin d'un champion du monde à qui on avait parlé, qui était tout timide. Et quand il était sur scène, c'était le contraire. Un showman, et là après tu lui parles, il se cachait limite. Là, je me suis dit, tiens, lui préfère cette langue-là. Voilà, c'est son corps plutôt que la voix. Et est-ce que du coup, vu que ça arrive à aller chercher des émotions, des transcendances même, pourquoi ça a cette place aussi importante dans même le sacré, le spirituel, selon les cultures? Hey, parlons-en. Alors là, tu vas ou j'y vais dire qui se dépose là? Non mais alors, je prétends pas être professionnelle. Moi, je pense que déjà la danse dans beaucoup de cultures, et notamment dans les cultures afrodescendantes, mais pas que, c'est juste que je pense que je vais me concentrer à des choses qui sont plus proches de moi. La danse, c'est tout de suite lié en fait à des rituels. En fait, c'est cultuel, c'est pas juste danser pour danser, c'est danser pour guérir, c'est danser pour être en transe, c'est danser pour être en communion, pour ressentir une communion en fait. Et d'ailleurs, c'est une super transition, parce que je voulais aussi en parler. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Dancing in the Street. Je crois qu'il n'est pas encore traduit en France, qui a été écrit par la chercheuse Barbara Ehrenreich, qui parle du fait que justement comment en fait la danse, notamment dans les pays coloniaux, et les pratiques culturelles dans les pays coloniaux ont été réprimées parce que c'était des endroits de résistance. Je pense que voilà, avec Mariana on va en parler. Voilà. Et c'était des moments de résistance, c'était des moments où en fait on s'arrimait dans notre culture, dans qui on était, dans notre héritage. Et les pouvoirs en place ont considéré que c'était des pratiques qu'il fallait éliminer parce que c'était des pratiques justement qui empêchaient la domination et la soumission. Et ça, c'est super intéressant. Et puis on voit en plus ces résurgences. Bon là, franchement, c'est super rapide ce que je dis, mais il faut quand même le dire, dans les pratiques du carnaval, qui sont aussi des endroits de danse, mais aussi de danse comme endroit de libération en fait, comme endroit où en fait on repousse le pouvoir. Donc vraiment, c'est aussi on pourrait aussi, je vais laisser Mariana aussi. Non mais tu veux, non, j'adore. You feed me now, like I love it. Et puis tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la danse. Enfin en tout cas, moi j'ai toujours pensé que les danses afrodescendantes et les musiques afrodescendantes, c'était des médicaments. Complètement. Voilà, c'était des antidotes. Alors, je crois qu'il y a des chercheurs qui ont travaillé un peu sur cette question justement de la musique comme endroit de soins. Il y a d'ailleurs des gens qui font de l'art-thérapie et qui sont danseurs aussi pour guérir. Mais spécifiquement, il y a des mouvements. Maintenant, il y a tout un truc sur le. Je pense que vous y connaissez mieux que moi, mais sur le somatique. Comment on libère les traumas dans les hanches. De base. Bizarrement, nos danses, il y a beaucoup de mouvements des hanches. Voilà. Donc, je dis pas qu'il faut remplacer votre psy par de la danse, mais si vous l'accompagnez, c'est pas mal. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. La danse, c'est vraiment tellement riche comme endroit. Voilà. Est-ce qu'à travers les danses, justement, Mariana, tu penses qu'on peut trouver un héritage culturel en fait qu'on porte inconsciemment et où on va finalement reproduire des mouvements qui ont pu être faits par d'autres, des générations avant? Alors, je pense que déjà, je pars du principe que quand tu danses quelque chose, vaut mieux savoir l'histoire, d'où ça vient. Ça vaut pour toutes les danses. Je pense que moi, j'arrive par exemple à travers mon art à exprimer plus parce que je sais d'où ça vient, qui l'a créé, et je crédite toujours les gens qui l'ont créé parce que même si c'est des gens qui sont vivants, pour moi c'est comme des ancêtres de ce qu'on fait aujourd'hui. Tout à fait. Et je pense que oui, effectivement, moi en tout cas personnellement, j'ai commencé par les danses traditionnelles congolaises quand j'étais au Congo, et c'était pour moi naturellement quelque chose qui est hyper sacré.
sacré. Et aujourd'hui, quand je donne des workshops ou que je danse, je transmets quelque chose, je veux toujours montrer aux gens que c'est sacré et c'est surtout super aussi personnel. Et comme Kiemis le disait, vraiment, c'est quelque chose où c'est hyper intime et tu peux vraiment te guérir avec, donc faut vraiment le prendre tu peux t'amuser avec, mais faut vraiment le prendre au sérieux comme quelque chose qui te fait du bien, comme un médicament. Pour moi, c'est vraiment une vraie thérapie, et que chaque danse à chaque moment historique où il y a eu des problèmes, où il y a eu des crises sociales, politiques ou quoi que ce soit, a été une réponse aussi à ça. Donc en fait, à soigner une communauté. On parle par exemple si on parle de voguing, c'était ça a soigné la communauté queer, en particulier les femmes queens et les drag queens afro-latinex. Si on part dans le walking, on a parlé des hommes gays afro-latinex là-bas. Si on part dans le crump, c'était dans la street. Et en fait, il y a plein de toutes les cultures, en tout cas que moi je pratique, et toutes les danses qui sont pour moi profondément liées à un rapport aux ancêtres des gens qui l'ont créé, ou même à la diaspora, parce que en vrai la plupart des danses qu'on danse sont très américaines, tu vois. Ça vient des States, etc. Et c'est des gens qui sont un peu déracinés, qui savent pas d'où ils viennent, etc. Mais qui comprennent parce que ils essayent un peu de se rapprocher au max. Et moi, vraiment, à travers mon art aujourd'hui, je n'arrive même plus à mentir. C'est-à-dire que des fois, quand je vais danser, les gens vont dire j'ai eu envie de pleurer. Je dis moi aussi à ce moment-là, j'avais envie de pleurer parce que en fait, je me sentais hyper liée. Où on me dit you look like a goddess when you dance this. Mais en fait, j'étais vraiment dans ma goddess intérieure. Genre, j'étais vraiment habitée, et quoi que ce soit, j'étais dans mon mood. Il y a plus rien qui comptait autour. Mais je pense que profondément, genre, si tu veux en tout cas te lier à ça, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu fais, you have to know the story pour comprendre ce que tu fais, et ensuite tu dois le pratiquer, essayer de le sentir, de te dire que c'est pas que pour le beau. Des fois tu peux être moche et c'est beau, tu vois ce que je veux dire. Donc la danse pour moi est complètement liée à tout ce qui s'est passé avant nous, même quand on est inconscient de ce qui s'est passé, quoi. C'est ce que j'allais vous demander justement, principalement tous les deux, parce que vous êtes forcément entouré de plus de danseurs. Maxime, toi t'as dansé avec pas mal de personnalités publiques très connues en France. Là de tête, j'ai Laurie Tillman, Lame, Chaim aussi. Ouais, il y a Lame, il y a Pamela Anderson. Oui, il y a eu Sophia Essaidi qui était pour moi en haut, en haut de l'affiche. On l'avait vu à la Starac, qu'elle aurait dû gagner. Pour moi, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure qu'il y ait jamais eu dans l'émission. Elle n'avait pas gagné? Vous aviez pas gagné? Non, on a fait deuxième. On n'avait pas autant de votes que Matt Pokora. Ça, c'était pas... Non, j'ai eu des bonnes candidates. Il y a eu Caroline Receveur aussi qui était super. Tonya Kessinger, de Sous le Soleil. Pour moi, la meilleure, c'était Kiona, mais bon. Dernièrement, Kiona. Mais du coup, ce que je vais te demander, c'est que pour toi, à discipline égale, à enseignement similaire, même à disposition physique, vraiment à égalité, est-ce que deux personnes avec un vécu différent vont danser pareil? Ou est-ce qu'on va toujours voir transparaître quelque chose de ce qu'elle traverse à ce moment-là, ou de leur expérience? Chaque individu est différent, de toute façon, donc on a vécu des choses différentes. On n'a pas envie de véhiculer les mêmes choses aussi. Oui, bien sûr. Donc, non, je pense que on n'a pas les mêmes corps, donc du coup, le message va paraître différent. Il y en a qui vont avoir un côté plus énergique, et d'autres plus en subtilité, mais ça va être aussi intéressant. Donc, non, c'est... Et chez tes danseurs, du coup, de ta troupe Dépendance, que tu connais bien, est-ce que tu arrives à voir, même si vous n'avez pas eu l'occasion de vous parler en début de journée, directement vous dansez, est-ce que tu sais voir un état d'esprit, déceler un état d'esprit par la façon dont la personne danse, même si c'est une chorégraphie exécutée? Un état d'esprit par rapport à la journée, par rapport à... exactement, un mood, quoi, une humeur. C'est une bonne question, ça. On peut repérer. Après, j'imagine que c'est des chorégraphies qui sont vraiment minutieuses. Oui, après, c'est des pas qui sont imposés pour une chorégraphie en particulier, quoi. Donc c'est un peu différent, mais on verrait ça si c'était du freestyle, par exemple. On dirait vas-y, exprime-toi, et là on verrait là la personne elle est plus ou moins mélancolique, mais là c'est un peu différent quand même. On doit respecter une thématique, on doit une mise en scène. Là en plus on montre une comédie musicale avec vraiment des scènes bien précises. Donc et ce qui est intéressant dans la troupe, c'est qu'on a vraiment des personnalités vraiment différentes, et ça se retrouve dans la danse, ça se retrouve dans la technique. Donc c'est très intéressant. Je parlais en intro de mon ami MC Danse pour le climat. Yoa, toi, t'es une chanteuse qui n'a jamais hésité à finalement être engagée
subtilement dans tes textes. On pense notamment au succès du titre Le Collectionneur. Peut-être que tu veux parler de ce titre très rapidement d'ailleurs. Oui, c'est un titre que j'ai écrit et qui parle d'une agression sexuelle que j'ai subie. Et c'est un titre dont je suis très fière, qui a eu une très belle session Colors, si jamais vous voyez ce que c'est. Je suis très très fière de ce titre. Voilà, qui m'a fait beaucoup de bien à écrire. Et pour toi, justement, la danse, par extento même la musique, ça a un rôle dans les contestations, dans les révolutions? Franchement, oui. Moi, je suis assez. Je suis en accord tellement complet avec tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, et je pense qu'en général que l'art est politique de toute manière. Et oui, pour moi, c'est la musique. Il y a eu tout un mouvement dans les années 70, surtout aux États-Unis, de protest singers et de protest songs avec Bob Dylan, Nina Simone, plein de très grands chanteurs, chanteuses qui ont prêté leur voix, leur art, leur plume à défendre le mouvement des civil rights, énormément de choses qu'il y avait à défendre. Donc oui, pour moi, c'est indissociable et comme disait Mariana, je pense aussi que c'est important quand on veut écrire ou quand il y a un geste artistique, de savoir d'où on le fait, de savoir ce qu'on va convoquer, de savoir ce qu'on va utiliser. C'est vrai que, je sais pas, depuis tout à l'heure, je pense au fait que le twerk, par exemple, pour moi, c'est de la mapuka, le twerk. Bien sûr. C'est un terme que les gens ne connaissent pas, que les blancs ne connaissent pas, que les Américains ne connaissent pas, mais encore une fois, l'Amérique, c'est particulier aussi. Mais oui, rien que ça, c'est politique, ça dit quelque chose qu'aujourd'hui, le twerk, donc la danse des fesses, on va dire, c'est un truc que vraiment, en Afrique, enfin, pour moi, ça s'appelle la mapuka depuis que je suis petite. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quand on était petite avec mes tantes, ma mère, ma sœur, on allait au salon et on disait concours de mapuka, et on dansait la mapuka quand on était petite. Et aujourd'hui, oui, c'est devenu le twerk, je sais pas pourquoi. Mais tu sais que je me suis fait une idée à moi toute seule, parce que je disais que les Congolais, je trouve qu'on a beaucoup plus confiance que les autres en nous. Et je me dis, je suis sûre que c'est parce qu'on bouge trop nos hanches. Parce que toute notre danse, mais c'est vrai, elle est au Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu justement des danses justement somatiques, etc., où les gens ils disaient qu'en fait, les hanches, donc c'est le centre, en tout cas, c'était beaucoup pour les femmes aussi, que c'est notre centre un peu énergétique, notre centre de confiance, etc. Et j'ai dit, mais c'est pour ça que peut-être les Congolais, ils ont tous confiance en eux. C'est possible. C'est parce qu'en fait, on bouge tellement nos hanches et on libère tellement de choses dans cet espace du corps, tu vois, dans ce chakra-là, que je me suis dit, je vais faire une étude, c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais parce que pour vous, c'est culturel. Je pense que c'est lié à la fête, quoi. C'est ça. Mais je pense la danse, c'est la fête. Donc pour être heureux, il faut faire la fête. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est négligé. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui était très juste, Maxime, justement, sur cette question de la technique. Et en fait aussi je crois que quelque chose qui a été très clair, et je parle vraiment sous ton contrôle, mais quelque chose qui a été très clair dans les danses de salon, et notamment dans les danses européennes, elles ont été très vite, en fait, ça a été très vite conscientisé que c'était presque de la science, en fait. Il y avait une technicité, et donc, tu vois, une expertise. Alors que je pense que pour les cultures afrodescendantes, pour plein de raisons, bon, j'ai encore parlé de colonisation et d'esclavage, mais c'est la réalité. I'm sorry. Je pense qu'il y a une question de science qui a été, entre guillemets, perdue, ou volée, ou enterrée, et qu'en fait, dans les danses, notamment afrodescendantes, c'est très large, parce que là, on va parler d'ombolo, on peut parler de Djinti, Mapuka, etc. Il y a aussi, en fait, des sciences. Il y a une science, en fait, il y a une technicité. Mais elle est moins prise en compte, en tout cas, elle est moins respectée, en tout cas, que une des danses qui sont dites, du coup, académiques. Mais il y a un truc aussi, je pense, dans les danses de salon, et par exemple, comme la salsa, enfin, par exemple, quand je suis allée en Colombie, j'ai vu que, en fait, il y a vraiment un truc où dès que ça arrive en Europe, il y a quelque chose quand même qui est très modifié, et que ceux qui viennent de là-bas et qui le font, on les respecte pas autant, on leur donne pas autant de crédit, et ça rend triste, tu vois, tu te dis que et même dans les je crois que on a j'allais dire juste j'allais juste dire que même dans les danses européennes, finalement, enfin peut-être on a un peu perdu ça, et je pense que nous c'est très clair cette question du rapport aux ancêtres et à l'héritage, et en fait à l'histoire, parce qu'il est contrarié. En fait, même dans les danses européennes, il y a une question d'héritage. Il y a une question d'ancestry, il y a une question de folklore, entre guillemets. Il y a d'ailleurs des danses folkloriques en Europe, en France, il y en a plein. Je suis sûre que les régionalistes seront ravis de nous dire les danses corses et bretonnes, etc. Let's go. Mais tu vois, je te montrerai. Non mais en vrai, je pense que c'est aussi important de rappeler notre humanité à tous. Nous on a dû aller chercher, on a dû aller se battre
pour retrouver ça ou valoriser nos familles, nos sciences, nos arts. Mais en fait, les danses européennes, c'est la même chose. Hein. Ils ont aussi leurs héritages et ils ont leurs pratiques et elles sont aussi ancrées dans un territoire. Ouais. J'aimerais qu'on discute de quelque chose. C'est que Maxime, je suis quand même intriguée par le fait que tu sois champion ou que tu étais aussi finaliste de championnat d'e-danse. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce qu'il y a cette question quand même qui revient. Est-ce qu'il y a une danse ou des danses? Bon, bah là, manifestement, on a une réponse. Sportive, et voilà, il y a deux disciplines, les danses latines et les danses standards. Donc il y a 5 danses en danse latine en compétition, la samba, cha-cha, rumba, paso doble et le jive. Et il y a les danses standards, donc dites standards, c'est la valse, le tango, mais danse beaucoup plus académique avec des grands déplacements, pas le tango argentin, le foxtrot, qui est ma danse préférée, le quick step, voilà, et la valse génoise. Et donc il y a des championnats de France, championnat du monde, championnat d'Europe de latine, championnat du monde de standard, championnat du monde de combiné des deux. Ok. Voilà. Donc moi j'ai pratiqué en toute ma vie les deux styles. Parfois c'était en compétition contre des gens qui étaient spécialistes, donc c'est eux ils travaillaient 5 danses, pendant que moi j'en travaille 10 et je paye 2 fois plus de cours. Et donc c'était un choix parce que bon voilà, j'étais à la fin un peu plus standardisé, là j'étais plus dans ce standard parce que j'ai un physique aussi qui se prête plus à ça. Tout ce qui est valse, foxtrot, ça m'allait mieux mais voilà, j'ai continué, j'étais d'ailleurs une année champion de France en latine, standard et d'e-danse. Ouais, merci. C'est impressionnant. Non, mais c'est impressionnant. Et mais ça pouvait pas durer longtemps. C'est-à-dire que ça a été un moment, et puis à un moment donné, il fallait choisir. Mais puis j'ai dû choisir au moment où j'ai fait de la télé, et finalement, j'ai arrêté la compète. Mais attends, comment concrètement est-ce qu'on arrive à s'entraîner à haut niveau sur 10 danses à la fois? C'est 2 fois plus de temps, 2 fois plus de... C'est voilà. D'un autre côté, ça m'a bien servi parce que, par exemple, dans Danse avec les stars derrière, quand on me file un foxtrot, un cha-cha ou, finalement, c'est ma spécialité, j'en ai pas. Et alors que beaucoup dans l'émission, on leur met soit des danses standards, parce que c'est souvent des latinistes qui sont dans l'émission. Et là, le manque de vocabulaire, pour pouvoir enseigner à la célébrité. Donc, j'avoue que ça va être un énorme atout. C'est quoi les danses les plus compliquées justement à apprendre à quelqu'un de profane? Au hasard, les partenaires que tu peux avoir? La danse la plus compliquée, c'est le foxtrot, parce que c'est très technique, on est collé, donc du coup, forcément, si tu fais mal ton pas, ça fait boum, direct. Ouais, bien sûr. Et puis les danses latines, souvent, même les garçons peuvent un peu faker, ils restent les jambes écartées, les filles, elles font des grands écarts, les machins. Et alors que les danses standards, tu peux pas tricher, tu peux pas. Alors, dans Danse avec les stars, il y a beaucoup de tricheries parce qu'il faut, t'as pas le temps, quoi. Donc, on va savoir plus sur les tricheries dans Danse avec les stars. Non, mais des tricheries dans le sens où on va faire des chorégraphies qui ne sont, malheureusement, beaucoup de danseurs ne respectent pas les danses et du coup ne font pas de la danse qui est imposée. C'est-à-dire que t'as de la valse, tu vas avoir un truc qui ressemble pas à de la valse, quoi. Et pareil pour toutes les danses. C'est ça qui est vraiment dommage dans l'émission. Et souvent c'est pas assez sanctionné. Mais bon, après, je suis très content qu'il y ait quand même de la danse à la télé, que ce soit Danse avec les stars qui mettent en avant cette discipline. On est très chanceux. Mais parfois, toutes les danses se ressemblent. On a du contemporain à toutes les sauces. Ouais, bien sûr. Il y a du faux, c'est pas du vrai contemporain, c'est un mélange. Alors, la valse contemporaine, la machin contemporain. Non, mais en fait, il y a de la valse, ça existe. Ouais. Donc, c'est à nous, on a une responsabilité en tant que danseur pro, de faire de la vraie danse, quoi, de tout ce qu'on nous impose. Ouais, de pas toujours revisiter. Je voudrais savoir, c'est quoi la danse contemporaine, du coup? Parce que je sais, il y a différents styles contemporains. Attention, il y a le contemporain en France, en Europe, et le contemporain qui est complètement différent aux États-Unis. Donc même quand les deux vont se parler, les spécialistes, ils vont pas se comprendre. Donc voilà, nous dans Danse avec les stars, moi j'appelle ça de la danse lyrique. C'est du lyrical. On va faire du couple, mais puis on aura tous notre façon de faire, mais on n'est pas dans du pur contemporain, loin de là. Et j'ai envie de dire, on ne peut pas être bon de partout, je spécialise dans toutes les... Sûr. Et voilà, ça a été imposé par la production de faire du contemporain. Je dis, pourquoi pas, ça rajoute un truc. Après, s'ils nous donnaient du hip-hop, du machin, on peut larguer, parce que là, ça serait encore plus compliqué. Mais voilà. C'était plus dans le souci de... C'est vrai que genre nous, par exemple, dans les danses justement underground, que les gens ils disent danse urbaine, tu vois, ce qui ne veut rien dire, parce que c'est pas des danses C'est quoi, ça regroupe quelle danse, du coup? Les danses urbaines, en vrai...
pour eux, c'est les danses de bâtiment, parce que urbain, ça veut dire bâtiment, mais en fait, nous, les danses urbaines, c'est juste pour pas dire les danses noires. Oui, c'est les danses de noir. Les danses queer, les danses qui sont nées dans les rues, qui sont nées dans la pauvreté, qui sont nées dans la misère, qui sont nées dans la politique aussi. Je pense que ça dépolitise un peu le côté, en disant urbain, ils dépolitisent un peu tout ce qui fait que la danse, elle est, tu vois. Donc, ils vont mettre tout dedans. C'est-à-dire qu'ils vont mettre du hip-hop, du crump, du walking, du voguing, house, etc. Alors que, plus tu t'intéresses à ces danses-là, plus tu sais par exemple que tu as des danses de club. Donc les danses de club, du clubbing, tu vas avoir de la house, tu vas avoir du voguing, tu vas avoir du walking, parce que c'est né en club. C'est que les gens, ils ont créé ces danses en club. Tu as les danses justement de les rues, où il y a, t'as le crump, t'as le hip-hop, t'as plein de danses qui sont nées genre juste à des endroits par des personnes noires, queer ou latinex, etc. Et qu'ils ont juste appelé ça urbain pour les regrouper. Mais en fait, elles ont chacune leur identité. Et en fait, c'est juste que genre nous, par exemple, dans les danses underground, ce que j'appelle underground, souvent on va voir les gens faire du contemporain et ils vont toujours être un peu plus on va plus les mettre en avant parce qu'en France il y a un truc où on apprécie vraiment le contemporain, genre tout le monde aime bien la danse contemporaine et nous on dit des fois contemporain, tu vois, parce que parfois on est en mode après, genre contemporain, c'est vrai que c'est tellement large, mais c'est ça, pour moi on appelle ça la danse philosophique. Non mais c'est vrai, quand on fait du contemporain on doit faire passer un message et c'est peut-être pour ça que c'est bien que ce soit quand même dans l'émission, parce que même si c'est pas la technique pure du contemporain où on va avoir un côté vraiment ballet où il va falloir retrouver des bases de danse classique et tout ça, c'est pas grave, ça fait passer un message. Ouais, mais je me dis que dans les autres danses aussi je passe des messages. Par exemple dans le crump tu passes un message, c'est juste que le langage il est peut-être moins genre direct ou moins, il touche moins en tout cas les gens qui le regardent, mais c'est plus genre je vois trop ce que tu dis et je comprends totalement et heureusement en fait qu'il y en a à la télé parce que c'est en vrai les gens ils aiment bien voir ça, tu vois, ils sont en mode yes et tout, on comprend pas trop ce que c'est mais on aime bien que ça change un peu les corps, etc. Puis ça permet à un moment donné, c'est tellement difficile d'apprendre la technique pure des danses de salon en peu de temps que des fois les célébrités elles se disent danse contemporaine, on va faire marcher, on va s'exprimer comme ça, faire des têtes et tout. Non, ça devrait pas être que ça. Mais des fois, j'ai l'impression qu'elles se libèrent. Elles arrivent à plus se libérer. On découvre une personnalité grâce à cette danse-là, qui ressemble à la danse. On sait pas trop, mais au moins, voilà. Mais en même temps, ces danses que tu évoquais, Mariana, les danses urbaines, en fait, les danses qui se sont construites justement hors des salons, sans forcément faire une franche opposition, mais en tout cas, elles sont pas construites là. Lorsque justement elles se retrouvent dans des écoles, dans des conservatoires, etc. Est-ce que ça vient pas un petit peu perdre leur âme? Alors, est-ce qu'en fait, après c'est toujours la question politique qui s'applique à tout et à tout art en fait, mais je bouge beaucoup les mains. J'adore, genre yeah, let's go, we dance. Mais du coup, je sais même pas si t'as fini ta question, mais j'ai compris en tout cas. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que avant, ces danses-là, elles s'apprenaient vraiment dans les endroits où elles ont été créées. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, moi quand je suis arrivée du Congo, j'ai appris tout ce qui est hip-hop, etc. J'ai appris même le jerk à l'ancienne et tout. C'était à la Défense, à l'extérieur, parce qu'en fait les salles elles étaient super chères. Avoir accès à des endroits, c'était ma montre. Avoir accès à des endroits, des salles de danse ou des cours de danse, c'était super cher. Donc en fait tu apprends ça où tu peux apprendre en vrai, tu vois. La ballroom c'est la même chose quand moi je suis entrée dans la ballroom en 2017. C'était pas aujourd'hui dans des grands, genre maintenant on fait dans des opéras, on peut faire même dans des grandes salles, etc. Donc c'était pas encore connu, c'était pas encore mainstream, tu vois. Et le problème avec le mainstream et l'avantage aussi, le problème c'est que effectivement, quand on entre dans des institutions comme les théâtres, des endroits un peu plus plus stricts sur l'académique, c'est sûr qu'ils vont être ça va modifier la danse et qu'en fait on va apprécier ce qui se rapproche le plus de ce qu'ils savent. Tu vois, de ce que ces endroits connaissent. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas moi, on a l'habitude, par exemple, dans l'underground, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas un corps de danseur, en fait. Tous les corps sont danseurs, tu vois. Donc, s'il y a un corps danse, on va pas le juger. Mais si, par exemple, tu fais tu vas avoir une pièce qui est dans une grosse institution, tu vas voir qu'ils vont choisir le même type de danseur avec les mêmes corps. Donc, on revient dans ce truc de classique de everybody have to look the same. Alors que dans l'underground, is the freedom, tu vois. Et ensuite, t'as ce côté où, ce qui est bien, c'est que, en fait, ça fait de l'argent. Tu vois, donc on est content parce que pendant longtemps tu vas pratiquer des choses et si t'es pas payé pour ce que tu fais, ça sert à rien. Et les seules personnes qui ont l'argent, c'est les institutions, c'est les cours de danse que tu vas donner, c'est les salons, c'est tout ça. Donc s'il y a ce côté-là qui est nice parce que c'est la thune et que les gens ils ont besoin de vivre et que on mérite aussi. Maintenant c'est vrai que c'est un challenge quand tu fais des danses justement qui sont underground, qui sont issues des cultures où justement
la technique est différente parce que on a aussi de la technique dans tout ce qu'on fait. Dans le no-mo, il y a une technique. Si tu l'as pas, you gagging. C'est clair. Mais je pense que ce qui est dur, c'est justement pour les chorégraphes, quand ils veulent rentrer dans ces institutions-là, de se dire comment je vais rester authentique, comment je vais garder c'est ce que tu disais, l'énergie, la fever, l'essence de cette danse, tu vois. Moi, quand je donne mes cours de walking, à chaque fois, je suis en mode genre, je vous donne la technique, mais à la fin, mais tout le monde groove. Je dis, mais je veux que vous allez en club, je veux que vous expérimentez comment moi j'ai expérimenté le walking. Sinon, tu vas danser comme si tu étais devant un miroir. Et en fait, ils n'auront jamais la vision 3D ou même 5D de la danse. Donc, je pense que c'est un peu au professeur, tu vois, ou au chorégraphe de se dire qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Est-ce que j'ai envie d'amener ma culture comme elle l'est, avec les gens qui la représentent? Parce que pendant longtemps à la télé, on parlait de voguing et tu voyais des filles blanches en train de faire ça. Et on disait que c'était du voguing par des chorégraphes qui savent même pas d'où ça vient. Et pendant qu'elle a gagné de l'argent, toutes les personnes qui sont les femmes trans, les personnes racisées, les mecs gays, etc., qui étaient dans cette culture, ils mouraient de faim. Ils avaient personne pour les mettre en avant. Et c'est récemment, vraiment, que les gens en ont eu marre grâce aux réseaux sociaux. Quand même, il y a quand même un bon côté. Je te jure. Parce que les gens, maintenant, ils écrivent aussi, ils disent, on n'est pas d'accord, on veut aussi exister à la télé parce que c'est de la représentation et que we all need representation, tu vois. C'est la fille de Mia Fry, c'est pas possible. Ah, c'est vrai. Elle parle comme ça? Elle parle un mix en franc-anglais, là. Oh purée, alors là, la bonjour m'a tué. C'est que, dans moi, le on fait tout battu, t'as vu qu'il y en a, donc tu sais, on parle en anglais, français. Je le fais. Like we sorry. You know what I mean? You know what I mean? I'm back, yeah. Et au niveau justement de transmettre un message, transmettre une émotion, on en a beaucoup parlé. Pour toi, qu'est-ce qu'on transmet le plus justement quand on enseigne une danse? Alors, t'es pas forcément professeur, mais j'imagine que parfois, dans les personnes qui sont dans ta compagnie, etc., tu vas peut-être les former à une nouvelle technique qu'ils n'ont pas ou quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on transmet justement plus une technique, plus une émotion, plus une histoire? Qu'est-ce qu'on vient donner comme lien en fait à la personne à qui on apprend quelque chose? Après, on lui transmet déjà une technique, mais la technique, elle doit être, disons, ça doit lui permettre d'avoir des billes, un vocabulaire pour après pouvoir s'exprimer. Donc c'est ça qui est compliqué avec nous, avec notre discipline, comme elle est très académique. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait la différence entre un bon danseur et un excellent danseur. Celui qui va toucher l'excellence, c'est celui qui va réussir à avoir cette technique, et grâce à cette technique, et après il va libérer autre chose, il va faire passer une émotion. Il y en a qui arrivent pas, qui vont rester enfermés dans leur technique, et c'est pour ça qu'il y a même je me souviens d'un prof qui avait dit à un élève d'aller en boîte, va en boîte, libère-toi. Moi, je dis tout le temps et ça. après, parce que beaucoup de danseurs sont surtout dans la danse de salon, et ils sont très comme ça, carrés, machin, et tu leur demandes un peu de bouger, ils sont là, oh non, ça se boule le cadre, bouge ton corps, allez, sors en boîte, tu verras, et essaye de sentir des émotions et tout, et après ils reviennent, et maintenant mets ça dans ta danse. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que ça rejoint une question que je voulais vous poser, c'était est-ce que la danse ça prend mieux par imitation ou par exploration personnelle? Et c'est complètement ce qu'elle avait dit à cet élève en fait, c'est va trouver un peu ta danse et ton... Ouais, après l'imitation c'est jamais bon, par contre de s'inspirer c'est très bien, c'est d'arriver à... Il y a un truc qui était très fort un jour mon grand mentor qui s'appelle Luca Baricchi, et donc il m'a dit ne cherche pas à suivre ton feeling quand tu danses en compétition. Et là j'ai fait ah ouais, pour moi il fallait se laisser aller. Et il dit non, parce que ce sera toujours incertain. Et le feeling, en fait, il faut que tu aies une image de ce que tu veux représenter, que tu arrives sur scène en ayant cette image-là, et que là tu interprètes ce personnage jusqu'au bout. Et ça c'est intéressant parce que du coup j'ai gagné en confiance et en efficacité en étant sur scène, en me disant ok, là je veux exprimer cette image-là, et ne pas se dire ok, je verrai bien. Parce que mon feeling il change tous les jours. Bien sûr. C'est le veille de free. C'est parce que tu es en compétition comme ça. Parce que nous, par exemple, quand on fait des battles, justement, on est. Non, pas du tout, t'inquiète. Si tu fais de la pro, ça marche pas. Mais si tu fais quand tu répètes. En fait, par exemple, tu fais des battles, par exemple, underground, si justement t'es pas dans le feeling, tu perds direct. Genre, tu perds attention, direct, mais. Interpréter un personnage et avoir. C'est pas forcément ne pas avoir de feeling. C'est d'avoir contrôlé ton feeling. Vous êtes en freestyle aussi ou pas? Non. On n'est pas en freestyle, mais par contre, si tu arrives en ayant, ok, je veux interpréter ce personnage-là dans ma tête, là, t'as du feeling qui va venir quand même. Mais les chorégraphies, c'est des chorégraphies ou vous êtes en freestyle? Ah non, c'est tout chorégraphie. Ah ok.
c'est ça. J'ai envie de voir. On va pouvoir danser pendant... Enfin, vous allez pouvoir danser pendant les pauses. Yoa, t'as pratiqué des danses, toi ? Oui, beaucoup. Moi, c'est marrant ce que tu disais tout à l'heure. On parle beaucoup depuis tout à l'heure de la danse comme outil thérapeutique. Et oui, moi, j'ai fait beaucoup de différents styles de danse différents. J'ai fait du classique, j'ai fait du contemporain, j'ai fait tout, voilà. Et voilà. Et ça m'a aussi beaucoup aidé à soigner mes TCA, la danse. Ah, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur le rapport au corps, le rapport à soi. Ouais. Et le rapport à la danse qui évolue grâce à ça, ou qui fait évoluer ça, en fait. Complètement. Ouais. Qu'est-ce que ça a fait concrètement Trouble du comportement alimentaire. Autant pour moi. Je sais pas, je faisais des cours de danse dite africaine au centre de danse du Marais, la fameuse danse de ce beau pays qu'est l'Afrique, n'est-ce pas? Et donc je faisais voilà, mais ça le cours s'appelait comme ça, mais je pense que c'était de la danse guinéenne, mais je sais pas quel type de danse c'était. Je me suis jamais renseignée. Je les capte, t'inquiète, c'est les tontons là, je les capte. Ouais, voilà, au centre de danse du Marais. C'est ça. Et je sais pas, un jour j'étais en cours et et c'était vraiment de la danse où tu sors, t'es en transe, quoi. Tu t'existes plus, t'as plus de corps, en même temps t'es complètement dans ton corps, personne se regarde, mais en même temps tout le monde fait tout en même temps. Enfin, c'est transcendantal comme expérience. Ces cours-là, moi, ils m'ont changé ma vie. Et je sais pas, je me suis allongée par terre et je me suis dit waouh, putain, là il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui est plus pareil. Mais je sais pas, comme un truc de transe, de médicaments, je ne saurais pas dire, je ne sais pas. C'est ce qui s'est passé en vrai. Tunnel, le bruit et l'humeur. Avec Anna. Yoa, c'était un titre à toi qui parle d'amitié déçue. Tu veux en parler? Oui, c'est... Enfin, tu veux en parler, on dirait que c'est une sorte de... Tu veux en parler. Allonge-toi. Vraiment. Oui, c'est une chanson qui me tient énormément à cœur parce que je trouve que dans la chanson en général, on parle beaucoup de ruptures amoureuses. Et on parle pas trop de ruptures amicales, alors que souvent, enfin moi pour ma part, ça a été des ruptures, ça fait tellement mal. Et il y a un truc qui est tellement, qui est toujours très au présent. Je veux dire, quand c'est fini avec un amoureux, c'est fini, c'est douloureux, mais c'est l'histoire, elle est dans un cadre précis, délimité. C'est ton ex, tu dis jamais ex sur les amis. Exactement, tu dis jamais ex sur les amis. Et c'est tout le temps des douleurs qui sont très présentes, qui restent, qui te suivent. Voilà. Et j'avais envie d'écrire là-dessus parce que j'ai eu quelques ruptures amicales dans ma vie qui m'ont formé, qui ont été douloureuses, voilà. Alors on espère que ça va mieux, et dans le même temps c'est bien d'avoir produit un objet qui permet aussi de cristalliser ces trucs, parce que je sais pas vous, mais moi par exemple sur des émotions négatives, j'aime bien trouver des musiques qui collent à mon émotion négative, histoire d'aller l'exorciser. À défaut de danser, je suis là sur mon lit et j'écoute le truc. C'est quoi comme signe en fumant des clopes? Ma belle. Quoi? Je pense que je suis quoi? Je veux pas être dans le pensant. Je suis poisson, ascendant cancer. Ah bah ok, donc t'es foutu, c'est bon. Moi je suis cancer, mais je sais les gens qui connaissent bien l'astrologie, à chaque fois ils sont là, oh ma belle. Ouais. Attends, t'es poisson, ascendant cancer? Ouais. C'est-à-dire que l'eau dans son corps. L'eau dans son corps. Mais je viens de l'océan. Je viens vraiment de l'océan, genre d'origine. So she feeling the vibe. C'est ça, je suis un petit. Tu vois. Même une fois, j'avais un article où ils avaient dit que j'étais née en mars à Arès. Et donc j'étais née pour la guerre aussi, tu vois. Non mais il y a trop de signes, on arrête de parler de ça. C'est pas une émission sur moi, c'est une émission sur la danse ce soir. Avec donc vous les aurez entendus, Kiyemis, Yoa, Maxime Deremez et Mariana Benengue. Et donc je me pose souvent des questions un peu bizarres. Et la question que je me suis posée, c'est qu'a pensé la première personne qui a dansé? Je pense qu'elle a kiffé en vrai. Je pense qu'elle a kiffé de ouf. Est-ce qu'elle a pensé? Je suis même pas sûr. Est-ce que c'était même avant la musique potentiellement? Je pense qu'elle a dû bouger. Elle a dû justement bouger après un rythme. Elle a dû entendre un. Mais ses potes ont dû lui dire qu'est-ce que tu fais? Peut-être ses potes ont dansé avec. Bah ouais, moi je pense qu'ils ont bougé, tu vois. Et en vrai, comme je disais, c'est que c'est tellement un truc que dès que quand t'es petit, c'est tellement tu le fais naturellement. Enfin... T'es en mode genre, t'entends quelque chose, ton corps il vibre, il touche direct. Donc non, la bonne question, c'est aussi est-ce que tu peux danser sans musique? C'est une vraie question que je te pose, Maxime.
Peut-on danser sans musique? Oui, moi je pense. Bah oui. Oui, tu peux, mais c'est vrai que ce qui te donne envie de danser, ce qui te donne envie de bouger, c'est le rythme. Je suis d'accord. Donc c'est vrai que c'est à mon avis, c'est peut-être que le premier danseur, il a dû attendre d'avoir la musique et il a pour senti danser. ce que ça lui faisait, genre l'instrument, il était en mode wow. Mais je pense que la musique est venue quand même, à mon avis, avant, genre, tu vois, Bien il suffit sûr. avec des petits trucs, tu commences à faire du bruit et. Ouais. Il est dans le ping, 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 ping. Ouais. Ça. Ok, Et là, tu fais les Et tu percussions vois, avec tu tes commences hanches. déjà à Voilà. danser, tu Bien vois. sûr. Donc, Est-ce que les animaux dansent? bien sûr. Enfin, moi, je pars du principe que j'ai déjà vu des animaux danser, oui. T'as vu quoi? Franchement, des chats, de base, j'adore les chats, donc je les ai déjà vus danser. Arrête. T'as déjà en vu mode- les chats danser? Ouais, en mode dans le beat, comme ça. Et je te jure qu'il était dans le rythme. J'étais en mode, ok. Les chats danser. Et je pense que même quand tu vois, ils bougent un peu et tout, des fois, tu vois des animaux réagir à la musique. Et c'est Ouais. trop beau. Genre, Je vais lui faire franchement. montre-le un TikTok parce qu'elle va devenir célèbre. Hein, ton... Non, mais il y en a plein. On peut écrire cat dancing, you will find it. Je te Ah ouais. jure, tu vas trouver. Oui, oui. Mais Après, est-ce c'est- que vous c'est pensez du coup qu'il y a une réponse biologique dans le cerveau à la danse? Ou en tout cas que peut-être que par l'habitude, on peut se la créer aussi avec la sécrétion de Mais oui. hormones, Alors- ocytocine, tout ça. Pour le coup, j'ai regardé et oui, ça appuie dans Ah, l'endroit. t'es allé réviser avant de Je suis- venir? Non, mais en fait, non, Qui parce que est vraiment, la bonne élève. j'étais vraiment à fond dans cette histoire de comment ça se fait qu'à chaque fois que j'écoute des musiques afrodescendantes, je suis en joie. Et notamment, alors, on pourrait croire que je suis congolaise parce que je parle beaucoup de Nomolo, mais en fait, je suis camerounaise. Sauf que mon père est fan. J'adore Le continent. le continent. Bref, mais en fait, il y a enfin, là, je regarde beaucoup Mariana parce qu'en fait, il y a quelque chose qui met beaucoup en joie dans les musiques congolaises. C'est la manière dont on utilise le seven. Ah oui. C'est tellement, voilà. Bon, bref, c'est très jouissif pour moi, c'est très heureux. Je suis On aurait dû en mettre extase, une quoi, voilà. musique là. Et donc, du coup, C'est je suis vrai. quand même allée regarder pour revenir. Je suis allée regarder, genre, mais comment ça se fait qu'à chaque fois que j'écoute ce genre de musique et quand il y a du seben et même dans les adaptations, genre NASA par exemple, Ouais. je suis toujours en J'adore. extase. Et en fait, oui, en fait, ça touche l'endroit de l'hippocampe. Désolée pour tous les neurobiologistes, je suis poétesse. Hein. Et ça déclenche vraiment la libération de sérotonine et je crois aussi de la dopamine. Vraiment, c'est sûr. ça libère des endorphines de joie. Alors après, bon, il y a d'autres choses, c'est culturel aussi, j'imagine, mais enfin, ça Ouais. appuie vraiment à un endroit de joie, libération, ouais. de joie, quoi. Voilà. Ouais, je pense vraiment que la danse, ouais, il y a des choses dans notre corps qui réagissent vraiment. Genre, par exemple, selon ce que tu vas danser ou ce que tu vas bouger, genre, je sais que des fois, bah, je vais danser et je vais sentir vraiment comme si mon cœur, et il se passe un truc dans mon cœur. Des fois, tu vas danser et tu vas devenir horny, like, tu peux avoir un orgasme de la danse. Genre, t'es en mode, oh my god, like, I Peut-être me feel mettre à it. danser en fait. là. Franchement, faire des orgasmes de la danse, c'est génial. Ah non, il y a ma Voilà. famille qui écoute, mais j'oublie à chaque Yikes. fois. Écoute, Salut, tu me papa. regardes. Aïe, pardon papa, sorry. Mais ouais, franchement, non, je pense qu'il y a vraiment ce rapport au corps et à la danse qui est genre physiologique, qui est dedans, qui se passe. Et comme elle disait, c'est qu'il y a, tous les gens qui dansent, même quand on voit des gens quand on va teach des classes, on va donner des cours, tu vois comment les gens ils sont arrivés, comment ils sortent. Tu dis, mais c'est sûr qu'il s'est passé quelque chose de psychique là, tu vois. Genre les gens ils sortent, ils sont en mode genre, ah, comme tu disais, Oui, en oui, mode, oui. qu'est-ce qui s'est passé? I feel new. Et leur manière de marcher dans la rue change, leur manière de parler aux gens. Moi, des fois, dans mes workshops, je vais dire ça aux gens, je vais dire, quand tu te présentes, tu vas pas te présenter en mode genre, salut, ça va, non. Tu te présentes, je veux entendre ta voix. Tu vois, genre, je veux entendre ton ventre qui vibre quand tu te présentes. Donc, franchement, il y a plein de choses. Yoa, toi, t'es chanteuse, donc ton métier principal, c'est de chanter, mais est-ce que tu imaginerais être sur scène sans danser? Franchement, oui, pour un concert spécial, ouais. je pense. Mais pas en général. Moi, je pourrais pas. J'aurais du mal à. Enfin, je sais pas. Pour moi, les deux sont tellement liés. Mais parce que oui, j'ai eu la chance d'avoir l'instrument voix qui marche bien et où voilà. Mais non, moi, je m'imaginerais pas aller sur scène chanter sans danser. C'est indissociable pour moi. J'aimerais qu'on discute justement du dialogue que la danse peut avoir avec d'autres formes d'art. Donc la musique évidemment, mais aussi le théâtre, le cinéma. Maxime, toi, pour nourrir ta pratique, est-ce qu'il y a des arts dont tu es particulièrement fan, que ce soit justement, on vient de nous dire, le cinéma, le théâtre, etc., et dont tu as l'impression que ça t'inspire en fait? Bah, clairement le théâtre. Et c'est pour ça que j'ai créé une comédie musicale, parce que j'ai commencé avec la troupe à créer un show de danse, avec des transitions, des machins, mais c'était vraiment de la danse. Après, ça a évolué avec une petite histoire, parce que j'en avais marre de répéter des pas. Je me suis dit, bon, j'ai envie que ça raconte encore plus quelque chose, donc à travers la danse, mais aussi à travers un texte. Et puis, dernièrement, bah, c'est vraiment une histoire avec une dramaturgie, avec un dénouement à la fin. Donc, et puis, à chaque fois qu'on
qu'on danse, on interprète vraiment le rôle qu'on nous a donné dans cette comédie musicale. Donc clairement, le théâtre, c'est d'actualité pour moi. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres arts qui m'inspirent. Il y a les voyages qui peuvent aussi te nourrir. Il y a plein de choses. Et justement, là, donc ton nouveau projet est une comédie musicale, donc pour laquelle tu vas être en tournée dans toute la France très bientôt. Suisse, Belgique. Dans toute la francophonie. C'est ma langue. Suisse, Belgique. Comment t'expliques qu'il y a à nouveau cet essor des comédies musicales qui sont partout en ce moment? Je veux dire, on l'a vu encore sur un problème de la Starac. Il y a un film qui est sorti en France qui s'appelle Jolie Jolie, qui est sur ça aussi. Il y a le film Wicked avec Ariana Grande qui est sur ça aussi. Mais qui était du comédie musicale à la base, donc du coup, c'est pas. Alors, il y a un essor et en même temps, il y a un déclin, moi je trouve. C'est-à-dire que il y a malheureusement, il y a plus beaucoup de créations. Et il y a plein de comédies musicales mais qui reviennent. Et tout ça parce que il y a une crainte de la part des producteurs de créer, d'investir dans des comédies musicales. Ils se disent si c'est nouveau, ça va pas marcher, ou on n'est pas sûr. Voilà, donc on fait revenir des trucs, des vieux trucs qui ont marché à l'époque et que les gens connaissent parce qu'ils du coup t'entends Dirty Dancing, tu dis ok, je connais, je vais y aller, machin. Et malheureusement, moi je trouve que c'est triste. Parce que ça laisse plus finalement de place aux gens qui veulent créer et proposer une histoire. Ce qu'on fait nous, alors avec nos moyens, mais en tout cas on le fait, on va le proposer. Et une histoire inédite, une création musicale avec une fille qui s'appelle Nad. Et Nad, c'était une amie qui a composé des trucs mais incroyables. Franchement, je suis très très content que sans elle, ça aurait été très compliqué. Il y a eu Nathan Stormetta aussi, qui est un chef d'orchestre, qui est le compositeur du Puy du Fou, qui a fait des arrangements. Je l'ai contacté sur Instagram parce que c'est un élève de Hans Zimmer. Okay. Et donc je me suis dit, je suis allé au Puy du Fou et j'ai vu un truc qui s'appelle le Mime et l'étoile. Et ça a été récompensé comme le plus grand show au monde, aux États-Unis. Et je suis allé le voir et c'était très poétique et tout. J'ai dit, j'adore cette petite mélodie qui revient tout le temps, machin, comme dans un film. Et donc je l'ai contacté, je lui ai raconté l'histoire. Il a dit, j'adore. Ok. Et là je dis, on n'a pas beaucoup de moyens. On n'est pas. Et on peut te payer en visibilité. Voilà. Non, mais et en fait, il a dit c'est pas grave. Enfin, au bout d'un moment, et c'est un artiste. Il a dit moi, je crois au projet. J'y vais différemment. On s'arrangera. Et donc du coup, il fait partie aussi du projet dans certains arrangements. Il a amené une touche vraiment cinéma. Avec très, très symphonique. Et voilà, donc il y a beaucoup d'artistes intéressants. Et ce spectacle qui s'appelle Bonne Nouvelle, qu'est-ce qu'il raconte? Alors si tu peux nous en dire un peu. Oui, si vous avez le temps. C'est le destin croisé de plusieurs personnages, dont celui d'une mendiante, d'une fille qui fait la manche dans le métro, c'est plus joli quand même, et qui chante. Et en fait, elle est passée de famille en famille d'accueil, parce que sa mère est décédée quand elle était très jeune, et son père l'a jamais reconnue parce qu'il sortait avec sa mère et puis la chanteuse d'un cabaret. Et puis il avait une famille. Puis quand elle est tombée enceinte, elle a dit, ça arrive souvent dans la vie de tous les jours, dans notre côté. Enfin, on entend de ces histoires autour de nous. Et donc. Elle se fait repérer par le costumier d'un cabaret qui s'appelle le Ballroom, rien à voir avec le Ballroom Dancing. Et il lui dit mais il faut que tu chantes sur scène, sur une vraie scène. Et donc elle passe l'audition et puis là le directeur repère en fait un bijou sur elle qu'il avait offert à sa maîtresse. Donc il y a quelques années. Donc lui il commence à se dire mais comment ça se fait qu'elle ait ce bijou là? Quel est ce bijou là? Donc il essaie de retrouver cette personne qui n'a pas réussi à l'audition parce qu'elle a été esquivée par sa fille qui est la vedette du cabaret et qui a tout fait pour lui faire vivre un cauchemar. Et donc du coup il la retrouve et là il lui pose la question mais d'où sort ce bijou? Elle lui dit c'est le dernier souvenir que j'ai de ma mère. Et là du coup il réalise que c'est son père. Il ne savait pas qu'elle avait eu un enfant. Et là, il lui dit mais est-ce que vous avez connu votre père? Et là, elle lui dit ce salaud, j'ai aucune envie de savoir qui il est. Vu qu'il a pas voulu mon existence, j'ai pas envie de connaître la sienne. Et là, du coup, tout au long de l'histoire, il va essayer de se rattraper, mais sans lui dire que c'est son père. Et ça va être compliqué. Puis finalement, il va arriver à la mettre sur scène, à ce qu'elle ait son moment de gloire. Et à la fin du show, eh bien, il va dire, écoute, je dois te dire quelque chose.
Et là, on ne sait pas s'il va lui avouer ou pas. Et ça, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas spoiler. C'est clair. Non, et tout ça en chanson, donc c'est le spectacle Bonne Nouvelle qui sera bientôt à travers la France, la Belgique et la Suisse. C'est ça, et le métro parisien est vraiment le décor principal de ce show, et c'est intéressant parce que grâce au métro, tu voyages dans Paris. C'est un côté un peu urbain, et à la fois il y a le contraste entre le ballroom qui représente des danses très les strass et paillettes, tout ça un peu, et le côté plus urbain, donc il y a un vrai mélange qui est intéressant à exploiter, même dans la musique. Et c'était une musique choisie par Maxime Derivès, qui s'est immédiatement levé et qui a entraîné une de nos candidates dans une danse. Et quelle danse c'était d'ailleurs? Ça, c'est du quick step. Ok. Ouais. Voilà, quick step. Mais à l'époque, on appelait ça le foxtrot. Qui est ta danse préférée? Qui est la plus difficile en plus. Oui. C'est pas le slow foxtrot, mais à l'époque, ça c'est maintenant le foxtrot, ok. c'est une danse plus lente. Mais c'est du quick step, sinon ça se danse. On l'a bien vu. Et justement, cette question des danses, des modes en fait, comme il y a les tendances sur les danses, ou même des petites chorés et tout, pourquoi il y en a qui restent ou pas? Parce que moi, par exemple, je me rappelle vraiment mes souvenirs de Corée, c'était évidemment la Macarena qui est sortie quand j'étais toute petite, donc je voyais mes parents la danser, machin. Enfin, mes parents. Je suis pas sûre d'ailleurs, mais en tout cas, j'allais à des fêtes, vaguement, je m'en souviens, où il y avait ça. Je me rappelle aussi les chorés à Noël pour notre famille qui était pas forcément enchantée, sur les musiques de la Starac avec ma cousine. Et je repense aussi 2010, j'étais en colo parce que j'avais 15 ans. Il y avait la mode du This Time for Africa, Waka Waka de Shakira, qui avait d'ailleurs repris une musique qui existait déjà. Merci, c'est un qu'elle n'a jamais crédité. Voilà. C'est un groupe camerounais, je sais à dire. Zangalewa. Ouais, tout à fait. Mais tu sais qu'en fait, je m'en souvenais parce que quand j'étais petite, dans mon école, il y avait eu un spectacle de danse africaine. Bien sûr, la fameuse. Et que Elle revient. Elle est toujours là. Et que cette chanson, déjà, du coup, je la connaissais de petite. Enfin bref, tout ça pour dire que typiquement la Macarena est restée, les autres un peu moins. Qu'est-ce qui fait en fait que certaines chorés restent, que certains styles de danse restent? Et également, il y a une autre question qui se pose, au-delà de la postérité, pourquoi certains styles de danse sont condamnés et perçus comme vulgaires, perçus comme inappropriés, pendant que d'autres sont célébrés? Alors là, je vais répondre à la deuxième question. Ouais. Parce que la deuxième question, elle me touche personnellement. Je pense que il y a une question plus profonde que l'aspect artistique et l'aspect de danse, tout simplement. Je pense que c'est une question vraiment sociétale. C'est que les danses, comme on disait, dites urbaines, donc qui sont issues des personnes noires, latinex, immigrés, toutes les minorités en vrai, toutes les personnes qui sont en tout cas marginalisées par cette société, essaient en fait de se battre au max pour se faire voir, pour juste exister. Mais il y a un truc sociétal qui est, même si tu n'es pas danseur, qui est de, on essaye de juste t'invisibiliser, ne pas te donner de crédit ou dire que peut-être que c'est naturel pour toi en tant que personne noire ou personne racisée de pouvoir danser, de faire ça, donc il n'y a pas de gloire à ça. Moi je l'ai beaucoup vu même dans le milieu de la compétition, même dans l'underground, dans les battles, etc. Même les personnes qui sont censées connaître et savoir, on peut peut-être donner plus de crédit par exemple à une personne blanche qui va danser par exemple du hip-hop qu'à une personne noire qui va danser du hip-hop, parce qu'ils vont se dire qu'elle naturellement elle a le groove, naturellement elle a ça, et que ça lui demande moins de travail, mais que l'autre c'est plus exceptionnel parce que c'est ce corps-là, c'est cette peau-là, c'est ce design visuel qui le marque. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un truc où on essaye justement d'arrêter d'essayer d'être célébré par d'autres et on se célèbre tout seul, et parce qu'on a aussi des plateformes qui nous le permettent, de se dire qu'en fait on a une communauté qui peut mettre en avant nos danses, notre culture, etc. Et je pense qu'il y a des danses où ce sera jamais condamné, comme la danse classique, genre ça sera jamais condamné parce que c'est inscrit, en tout cas dans les institutions, c'est quelque chose où ce sera toujours le beau, ça sera toujours, on va donner plus d'argent, plus de lumière, plus de crédit à la danse classique que à d'autres danses, parce qu'on va estimer que c'est moins difficile plutôt, tu vois, moins difficile et plus naturel par certaines communautés, tu vois. Je peux dire quelque chose?
Bien sûr. De toute façon, j'allais me tourner vers toi, donc. Ouais, ça tombe bien. Je pense que juste, je vais rajouter, je vais juste abonder dans le sens de Mariana, évidemment. Je pense que c'est aussi important de dire que déjà, avant même la colonisation et l'esclavage, et donc la rencontre aussi entre l'Occident qui doit se distinguer des autres populations, il y a déjà aussi une forme de distinction sociale au sein même des sociétés européennes où il y a les danses dites qui appartiennent à la classe aristocratique et bourgeoise. Et d'ailleurs, apprendre à danser, c'est aussi une manière pour notamment les femmes mais aussi les hommes de se distinguer. En fait, il y a beaucoup de choses qui passent par l'apprentissage de certaines danses. Quand tu maîtrises certaines danses, ça veut dire que tu fais partie d'une certaine classe sociale. Et les personnes qui sont évidemment blanches, mais aussi des personnes blanches qui sont peut-être serfs ou villageois ou etc. Ils ont d'autres danses et ces danses populaires, elles sont pas reconnues. Même, enfin, je veux dire, en fait. Bon, les noirs, les personnes non blanches, is a fact. On a décidé depuis très longtemps que évidemment il y a une espèce de hiérarchisation, mais même au sein au sein de l'Europe, je vais dire, il y a déjà aussi des catégorisations. Et je pense que d'ailleurs parfois ça revient parce qu'on voit quand on parle des fêtes de village, quand on parle la danse des canards, des choses comme ça, il y a toujours quand même, enfin, je veux dire, il y a quand même tout ce qui est vu comme étant populaire, c'est-à-dire qui fait partie du peuple. C'est mal vu. Exact. Alors, en plus, quand le peuple, il est noir, ou il est latino, ou arabe, ou en tout cas non blanc, alors là, laisse tomber, c'est encore pire. Et t'ajoutes queer encore, donc ça ajoute... Mais en situation d'handicap, allez. J'ai quand même l'impression que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup bougé. Là, ce qui est à la mode, je trouve quand même que ce qui est à la mode, ce qui fait cool, quand on dit c'était in parce que t'arrives à bouger de façon un peu plus ça vient aussi sûrement des Beyoncé, des gens qui ont ramené aussi des Américains, des Américaines et je pense que des Corées, des single ladies, des machins, les gens se sont dit c'est cool. Nous aussi on veut faire ça. Du voguing. Non, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que ça évolue. Je pense qu'il y a toujours la question de, les cultures populaires ou de manière générale, c'est là qu'est la vie. Faut pas se mentir. Ouais. Il y a beaucoup de vitalité aussi de ce côté-là, parce que en fait, parfois les gens ils ont pas le choix, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même un effet de mode, c'est certain, et il y a plus de visibilité, ce que tu disais. Par contre, je pense qu'il y a quand même qui dirige les instituts, etc., les conservatoires. Je crois pas qu'elle ressemble à Beyoncé. Mais ça c'est sûr. Et puis ceux qui ont les moyens, comme tu disais, ça vient à l'époque des rois. C'était la danse classique, et c'est reste toujours là. C'est comme ça. Il y a une hiérarchie au niveau des danses, ceux qui sont plus aidés que d'autres. Mais après, je pense que justement, nous en tout cas dans ce qu'on fait et dans notre démarche, en tout cas des gens qui sont issus de l'underground en termes de musique, de danse, etc., c'est d'essayer justement d'occuper des espaces où on veut pas nous voir juste parce que en fait c'est les espaces qui nous rendent visibles et où il y a de l'argent en fait. Et c'est dommage, en tout cas tu vas avoir toujours la différence de salaire entre un danseur comme tu dis, c'est que ils vont faire du hip-hop, ils vont faire des chorés comme Beyoncé, mais en fait, ça reste des Américains, ça reste une culture qui est américaine et qu'en fait, les gens qui la représentent, c'est Beyoncé qui est censée être la représentation de toutes les femmes noires, qui est censée être la perfection, etc. Donc on va se dire, vu que Beyoncé réussit, ça veut dire que tous les noirs réussissent. Alors je pense pas. Et en fait, ça devient plus mainstream, mais il y a des choses où pour moi, il y a encore beaucoup de travail parce que on te rend cool devant l'écran, etc. Mais comme elle disait, c'est que derrière l'écran, en fait, tu ne vois toujours pas de autant de personnes, en tout cas dans les prods, dans les endroits de décision. Et c'est là qu'on veut être parce que on a aussi cet esprit-là où on n'est pas là juste pour amuser la galerie. On veut aussi prendre des décisions, essayer aussi de changer les choses à l'interne pour permettre aux gens de juste se sentir safe aussi, tu vois, et de kiffer ce qu'ils font, tu vois. Et on arrive quasiment à la fin de ce tunnel. Enfin, on est à la fin de ce tunnel. Mais je vais encore vous poser une dernière question. On avait cette fameuse question, la danse est-elle un instant ou une éternité, mais je crois qu'on a pas mal répondu quand même à ce que ça venait représenter dans vos vies respectives. En revanche, je vais vous poser une question. Si la vie était une chorégraphie, quelle serait la vôtre? On doit te la montrer. Non, tu peux me dire ce serait telle ou telle chorégraphie, elle serait joyeuse, elle serait, tu vois. Je pense qu'elle n'aurait pas de ponctuation déjà, il n'y aurait pas de points, il n'y aurait pas de fin parce que comment dire, philosophique la question. Bien sûr. Chaque question à chaque fois que je pose pourrait faire 4 heures par personne. Oui, effectivement, je pense que
Attends, redis-la encore. Parce Si que ta je vie- vais inspirer comme ça. Si ta vie était une chorégraphie, quelle Ouais. serait cette chorégraphie? Elle serait contrastée, cette chorégraphie. Elle aurait effectivement des passages beaucoup plus calmes et beaucoup plus énergiques. Il y aurait, voilà, très contrasté et surtout, elle ne se terminerait pas. Très beau. Yoa, ce serait quoi, toi? Franchement, mais c'est super dur comme question. C'est très dur, je me rends compte en la posant. Ouais, mais je ouais, suis c'est inquiète. hyper dur. Franchement, je pense qu'elle serait, en vérité, moi, même si, voilà, comme tout le monde, il y a des moments où c'est moins facile que d'autres, mais globalement, je vais bien, je me sens bien. Je pense qu'elle serait heureuse, elle serait libre, voilà, et rythmée. J'adore. Voilà. C'est feel good. Ouais, franchement, ouais. Qui est Miss? Je pense que ce serait un petit peu la même. Et puis aussi, je rajouterais un truc, ce serait une chorégraphie qui serait habitée. Et qui serait habitée surtout du fait que j'ai le bonheur de me dire que je reproduis des choses que mes ancêtres ont fait avant moi. Est-ce que tu pourrais nous lire d'ailleurs ce deuxième extrait Mais c'est trop long. Non, mais tu me fais une petite version courte, au moins du dernier paragraphe de la page là, et puis de l'autre. Non, parce qu'il est assez sublime, ouais. Voilà, juste. Ok, bon. Ça parle de la c'est pas très survie long. et de la danse et de tout ce que ça signifie. Ok. Un extrait de Et refleurir de Qui est Miss? Se lamenter est un luxe réservé à ceux qui ont le temps de voir venir. Les autres doivent rentrer la tête dans les épaules, elles doivent tenir bon. Il faut se relever, prendre son corps, sa tête, briser et avancer. Et celles qui ont le privilège de pouvoir s'allonger les applaudiront au loin. Certaines confondent la danse avec une activité de plaisir. D'autres dansent parce qu'il faut tromper la nuit. D'autres dansent parce qu'il faut faire plus de bruit que le sol qui les appelle. D'autres dansent pour ne pas finir enterrés. D'autres dansent comme on fuit la mort. D'autres dansent pour convoquer l'espoir de jours meilleurs. D'autres dansent parce qu'il faut bien respirer. Les spectateurs contemplent la danse. Éblouis par la lumière, ils oublient que pour eux, le retour à la maison est facile. Ils oublient qu'on leur a légué les cartes du monde, des clés des terrains immenses et des portes ouvertes en héritage. Les danseuses ont leur corps lumineux pour seule boussole. Waouh. C'est magnifique. Trop Il est magnifique. vraiment magnifique ce livre. Je ne m'en Franchement, c'est beau, lasserai bébé. jamais. C'est Et refleurir. À la fois ce que je disais, une épopée entremêlée de poésie. Enfin, c'est magnifique. Mariana, si ta vie était une chorégraphie? Alors, si ma vie était une chorégraphie, je pense que déjà la musique, elle serait variée, mais qu'il y aurait beaucoup d'instruments basses, je pense. Basse, de la basse, hein, pas basse, mais de la basse. Et peut-être un violon qui passe par là, je sais pas pourquoi, pour un peu de mélancolie. Et je pense que ce serait pas une chorégraphie seule. Je pense qu'au début, je commencerais seule. Et après, il y aurait du monde avec moi. Mais on t'a vu sur scène cet été en maîtresse de cérémonie au Yardland au concert de Shai, faire venir toutes tes gosses sur scène. Vous étiez combien sur scène? Vous étiez énormément. Franchement, je me rappelle pas. C'était une chorégraphie avec plein de C'était même meufs pas une comme ça choré, sur en vrai, scène. c'était de la vibe, like. Ouais. It was a vibe, like, Oui, c'était pas chorégraphié, c'est de la d'ailleurs, vibe, mais ouais, je pense que c'est ça, c'est que moi, ce que j'aime dans la danse, c'est le parcours personnel, mais j'aime beaucoup partager. J'aime, genre, I'm a Cancer, like, for real. J'aime ça, j'aime partager, j'aime exister avec les autres autour de moi, donc la vie, ce serait ça. Je pense que ce serait une choré, tu commences au début avec le violon, etc. T'es en train de partager ton journey toute seule avec toi-même, et après, boum, les basses arrivent et c'est pétard avec tout le monde, c'est trop bien. Mariana, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver en vrai plein d'endroits, mais déjà sur Instagram, Mariana-Benengue, et après vous pouvez voir tous les projets que je fais, qui sont soit en tant que designer avec Tantine de Paris, soit en tant qu'organisatrice de la soirée Pulse, c'est pulse.only. Et vous allez voir tout ce que je fais. Je partage beaucoup de joie, j'espère, beaucoup d'amour, beaucoup de passion aussi de ce que je fais et beaucoup d'engagement parce que j'ai pas le choix et c'est ma condition et j'adore. Maxime, une question m'est venue en écoutant ce que disait Mariana. Si toi tu pouvais garder qu'un seul instrument sur lequel danser, lequel ce serait? Quel est l'instrument de la danse par excellence pour toi? Ça serait entre le piano et le violon. Ouais. Parce que pour moi, c'est les deux instruments qui me font vibrer, qui me transcendent, je trouve que le violon, parce que j'ai un petit côté mélancolique, j'ai un petit romantique à la fois aussi. C'est pas que mélancolique, c'est les deux, ça me transporte, le violon. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Maxime, que ce soit sur les réseaux sociaux ou évidemment sur scène? Eh bien, on peut me retrouver, donc on sera en tournée à partir du mois de janvier. C'est demain. C'est à partir du 11 janvier à Lille, Tu te reposes bien Belgique. pendant les fêtes. Ah, vous me reposez? Ouh là là.
Ça, on en parlera de cette je pense que... Qu'est-ce que Alors, c'est? quelqu'un qui monte un show quelques semaines avant le show, je pense qu'il y en a peu qui vont se reposer. Hein. Donc, non, j'ai peu d'heures de sommeil. Vous n'allez pas fêter le Nouvel An? Je bosse. En fait, on va faire un show au Palais des Festivals à Cannes avec mon ancien show qui s'appelait Entre nous. Donc, avec la même compagnie. Donc, on va bosser le 31. On propose un show. Et le 1er. Et je fais la direction artistique d'un club d'ailleurs, juste le soir même. Donc, t'as 24 heures dans une journée, Maxime. C'est ça. Et j'ai la résidence qui commence pour ma comédie musicale le 2. Mais t'aimes dormir ou? Je dormirai longtemps. Ton lit est vexé, non, voilà. Et puis on est au Palais des Sports, le Dôme de Paris, le 1er mars. Et est-ce qu'on peut suivre ça sur tes réseaux sociaux? Ah, bien sûr, hein, sur mes réseaux, sur ceux de mes amis aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes de Danse avec les stars qui sont très suivies. Il y a Denitsa, Ikonomova, Christian, Jordan Mouirak, voilà. Et bien, depuis, on a annoncé hier l'arrivée dans la troupe de Malia Jackson, qui est une personne qui est encore plus suivie que nous, et qui a 1 million de followers, et en fait, qui sa vie son Instagram, c'est elle chante dans le métro, elle chante dans la rue. Elle a beaucoup de points communs avec le personnage principal. C'est ce que j'allais te dire. Et c'est le hasard total. Moi, on m'a dit, elle est formidable. On m'a dit une des plus belles voix de Paris, c'est elle. J'ai appelé, j'ai dit tu veux passer le casting? Et quand elle est venue, elle m'a dit écoute, je suis très très perturbée par les paroles avec le père, tout ça. Et elle dit j'ai vécu un peu la même chose. Et puis après je regarde sur Instagram, je fais mais c'est pas possible. C'est ouf. Ouais, Malia Jackson. C'est fou parfois quand même les hasards. L'univers. C'est vrai. Mais merci beaucoup Maxime, merci beaucoup Mariana. Qui est Miss? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors déjà, vous pouvez me retrouver, pour ceux qui écoutent en direct, ceux et celles qui écoutent en direct, vous pouvez me retrouver samedi au Palais de Tokyo, puisque je participe à la journée Confidence. Et j'y serai. Trop bien! Parce qu'il y a Amal qui fait une conférence aussi. Oui. Mon ami Amal Tahir, si les personnes écoutent. Tout à fait. Et du coup, je mène un atelier d'écriture qui s'appelle Cœur tendre. Donc voilà. Et puis sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, même si je suis pas très très douée, j'avoue. Vous pouvez me suivre sur Qui est Miss. Et je vais continuer quand même à faire où je serai. J'ai aussi une conférence que je vais donner avec le magazine Gaze qui s'appelle Réinventer l'érotisme, qui aura lieu le 17 décembre. Et puis sinon, du coup, j'ai sorti Et Refleurir cette année, qui a absolument changé ma vie. Je pense que je pourrais faire un podcast. Il y a eu des prix. Qui a eu effectivement un prix, et c'est important de savoir, en fait, c'est l'épopée d'une femme absolument prétentieuse et merveilleuse et magnifique, et c'est très inspiré de la vie de ma grand-mère, donc ça a changé ma vie. J'ai retrouvé ma cousine, voilà, il y a plein d'autres choses se sont passées, et puis voilà, donc suivez-moi sur Qui est Miss, il y a plein de choses qui se préparent aussi pour 2025, je suis très contente, et puis j'ai été ravie d'être là ce soir. Et merci beaucoup Qui est Miss, une invitée qui était déjà venue l'an passé et qui est revenue. Donc voilà, c'est une invitation à vous tous le jour où il y a une nouvelle actualité que vous voulez repasser. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Yoa, on termine par toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis en tournée partout en France. Je serai à Tourcoing demain. Demain. Je serai à Tourcoing demain. Ensuite, je fais une petite pause dans ma tournée puisque je sors mon premier album fin janvier, le 31, qui s'appelle La Favorite. Très bien. Oui, je suis très excitée, je suis très contente. Merci beaucoup. Et après, je reprends ma tournée et je passerai par Paris. Je jouerai à l'Olympia le 15 avril. Voilà. Yes. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, Yoa Musique, YOA Musique. Merci beaucoup Yoa d'avoir été parmi nous. Merci. Entre deux répètes, entre deux scènes. C'était un plaisir. Vous tous et toutes, franchement, merci. Et c'était super chouette. Merci pour ce moment. J'espère que vous aussi, derrière vos postes, vous avez passé un bon moment. Vous pouvez réécouter cette émission ou la recommander à vos amis sur le site et l'application Radio France, mais aussi sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Et enfin, sur YouTube, si vous voulez nous voir en vrai. Vous ne verrez malheureusement pas les danses, mais vous verrez peut-être des petits mouvements. C'est ce qui c'est. En tout cas, moi, c'est le moment de vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur Move, le jeudi de 19 à 21h. C'est tout musique après moi. Salut.